Le gamin aux cheveux blancs a l'air abattu, et le titre du chapitre suggère qu'il est un esclave. Le carton-titre apparaît avec une énergie chaotique. On sait donc que les choses vont dégénérer. La scène s'ouvre sur un véritable massacre, avec des corps empalés et quelqu'un qui pleure sa mère. Le gamin aux cheveux blancs regarde sa mère tituber à travers le carnage, complètement impuissant. La mère, l'air complètement anéantie, pense à quelqu'un nommé Faya. Le gamin aux cheveux blancs panique, tirant sur ce qui s'avère être un collier d'esclave. Il hurle pour être détaché, comme si crier sur les chaînes allait servir à quelque chose. Une énorme brute masquée apparaît, traitant la mère du gamin de sorcière vaudou. La brute masquée tient une petite fille, Faya, en otage pour forcer la mère à se rendre. Ce type se met juste devant son visage, la narguant avec la vie de sa fille. Quel enfoiré. La mère cède, disant qu'elle sacrifiera n'importe quoi pour Faya. C'est fini, mec. L'œil du gamin aux cheveux blancs devient rouge alors qu'il hurle après sa mère, l'air possédé. Il tend la main, criant à propos d'une promesse qu'elle lui a faite par le passé. Un flashback montre sa mère debout, seule, alors qu'il se souvient de leur promesse de rester ensemble. Le gamin est en pleine crise de nerfs, hurlant qu'ils avaient en promis de ne pas être séparés. Le narrateur explique que le vaudou exauce les vœux, préparant essentiellement notre gars pour un arc de vengeance. Le titre de l'épisode « Le vœu d'un esclave » apparaît, confirmant que tout ce massacre n'était que le prologue. On passe à un camp de bûcherons où un nouveau chef en armure s'adresse aux esclaves invendus. Un nouveau type aux cheveux rouges se plaint au chef que leurs résultats de vente d'esclaves sont nuls. Le chef, maintenant identifié comme Masque de Fer, est stressé à l'idée de ne pas obtenir de promotion. Masque de Fer dit aux esclaves de prouver leur valeur pour son maudit honneur. Une esclave pose la seule question qu'il ne faut jamais poser. Que se passe-t-il s'ils ne sont pas vendus? Le type aux cheveux rouges perd la tête, hurlant qu'être vendu n'est pas une option pour eux. Il ordonne aux esclaves de se mettre au travail pendant que Masque de Fer reste là, l'air menaçant. Le type aux cheveux rouges lance aux esclaves un regard méchant et calculateur. Des vibes de vrais salauds. Le gamin aux cheveux blancs est juste là, les yeux rouges brillants, complètement mort à l'intérieur. Le type aux cheveux rouges se plaint à Masque de Fer d'une fille malade qu'ils ne peuvent même pas donner. Masque de Fer révèle qu'il a vendu la mère sorcière vaudou du gamin pour un profit massif. Le type aux cheveux rouges fait remarquer que son chef a ignoré la loi de l'empereur, tuer tous les sorciers. Masque de Fer justifie d'enfreindre la loi pour obtenir des résultats, tandis qu'on voit le pied enchaîné d'un esclave. Un nouveau garde d'esclaves explique le problème en transportant la fille malade dans un sac. Il jette la fille malade, Faya, par terre comme un sac de pommes de terre. Il s'avère que Faya n'a aucun talent pour le vaudou, contrairement à sa mère sorcière. Quelle arnaque! Le type aux cheveux rouges dit à Masque de Fer qu'il y a d'autres utilisations pour les esclaves invendus. Le garde d'esclaves réprimande Faya pour ne pas être capable de faire son travail forcé correctement. Ce garde se met juste devant son visage, lui hurlant de se lever. Une ordure finie. Faya supplie pour une pause, expliquant qu'elle est malade et qu'elle voyage depuis des jours. Le garde attrape son fouet, menaçant de la pendre pour avoir osé parler. Deux autres esclaves interviennent enfin, disant au garde de laisser la gamine tranquille. La fille à la coupe au bol l'interpelle, lui demandant s'il est prêt à ce qu'elle meure. Le garde d'esclaves accuse les autres esclaves de n'aider que pour éviter une plus grande charge de travail. Il s'en va en riant, se moquant d'eux pour leur supposée nature égoïste. Quelle ordure manipulatrice. La fille à la coupe au bol et le vieil esclave aident Faya, disant que c'est juste une faveur. Deux autres esclaves regardent avec dédain, incapables de comprendre pourquoi quelqu'un aiderait un autre. Faya lève les yeux, complètement épuisée et confuse par cette soudaine gentillesse. La fille à la coupe au bol adresse à Faya un sourire doux et rassurant. La fille à la coupe au bol se présente comme Tanir, se faisant officiellement une alliée. Tanir lui tend la main pour aider Faya à se relever. Quelqu'un jette agressivement sa nourriture dans une marmite, éclaboussant de la bouillie partout. Le gamin aux cheveux blancs est dans la file pour la nourriture, quand un autre esclave lui crie de bouger. Une nouvelle fille blonde se plaint de sa petite portion de nourriture, mais l'esclave chauve l'ignore simplement. Tanir prend des nouvelles de Faya, qui a toujours l'air complètement vidé après avoir reçu son repas. Tanir et le vieil esclave invitent Faya à manger avec eux, formant une petite équipe de soutien. Faya essaie de refuser, clairement pas habituée à ce que quelqu'un soit gentil avec elle. Tanir n'est pas d'accord et insiste pour que Faya les rejoigne, refusant de la laisser s'isoler. Faya est toujours hésitante, mais la scène change pour montrer qu'elle a finalement cédé. Faya commence immédiatement à tousser, prouvant qu'elle est bien plus malade qu'elle ne le laisse paraître. Faya explique qu'elle a été malade toute sa vie et qu'elle a à peine survécu à une épidémie. Le vieil esclave se reconnaît dans son histoire, disant qu'une épidémie a aussi frappé sa famille. Il révèle que des chasseurs d'esclaves s'en sont pris à eux pendant une famine, alors qu'ils étaient trop faibles pour se battre.
Faya remet en question leur gentillesse, admettant qu'elle est reconnaissante, mais totalement confuse par celle-ci. Le vieil esclave explique qu'ils s'entraident parce qu'ils souffrent tous dans le même merdier. Tanir révèle qu'une sorcière vaudou l'a sauvée une fois, alors elle paie sa dette en retour. Faya passe en mode émo, qualifiant leur gentillesse d'insignifiante et les rembarrant sèchement. Elle lâche la bombe de la culpabilité, révélant que sa mère n'a été attrapée que parce qu'elle a essayé de la sauver. Faya insiste sur le fait qu'elle est inutile sans le vaudou, leur disant de ne s'attendre à aucun retour. Elle recule physiquement devant Tanir, repoussant le seul soutien qui lui a été offert. Tanir n'accepte pas cette négativité et dit à Faya d'avoir un peu d'espoir. Le vieil esclave rit, clarifiant qu'ils veulent juste que tout le monde soit un peu plus heureux. Faya finit par craquer, acceptant silencieusement leur gentillesse après qu'ils ont brisé ses défenses. Tanir révèle nonchalamment que son frère est muet parce que quelqu'un lui a arraché la langue. Un nouvel esclave tyran aux cheveux longs pousse Faya au sol parce qu'elle est sur son chemin. Faya lève les yeux depuis la poussière, complètement terrifiée par cette agression soudaine. Le tyran aux cheveux longs la domine, la traitant de sale petite morveuse vaudou. Il continue sa tirade, l'accusant d'être une engeance du démon qui maudit les gens. Le tyran dit à l'équipe de Tanir qu'aider Faya est irrationnel et ne leur rapportera rien. Tanir réplique immédiatement, hurlant sur le tyran pour être bien trop dur. Faya admet que le tyran n'a pas entièrement tort sur le fait que le vaudou implique des sacrifices et des démons. Le vieil esclave essaie de réconforter Faya, disant que les ignorants ont toujours peur. Faya serre le poing, confirmant que le vaudou est une question de sacrifice et d'échange équivalents. Faya énonce la loi du vaudou. Il faut offrir quelque chose que les esprits désirent vraiment. Elle attribue cette sombre leçon à sa mère, alors qu'un flashback nous ramène à un jour de pluie. Le flashback nous plonge dans un village ravagé par la peste, avec des gens criant pour des provisions. La mère de Faya essaie désespérément d'utiliser son vaudou pour arrêter l'épidémie. La mère panique parce que les esprits refusent son marché pour sauver quelqu'un. Elle est à bout, se demandant ce qu'elle pourrait bien offrir d'autre en sacrifice. Une Faya beaucoup plus jeune surprend sa mère en difficulté avec un patient malade. La jeune Faya aperçoit du sang et sa mère l'avertit de rester à l'écart, mais elle a déjà tout vu. Sa mère panique, attrape le bras de Faya, qui révèle qu'elle s'est intentionnellement coupée. Faya admet qu'elle s'est coupée pour offrir du sang pour le vaudou, horrifiant complètement sa mère. La jeune Faya pleure que son sacrifice de sang a été rejeté, confirmant qu'elle s'est toujours sentie inutile. La mère supplie Faya de ne plus jamais s'automutiler pour le vaudou, essayant de la protéger de cette vie. La mère réconforte Faya tout en soignant son bras, terminant le flashback sur un rare et chaleureux moment. On revient brusquement au présent avec un gros plan sur l'œil du gamin aux cheveux blancs. Le gamin aux cheveux blancs dort sous une couverture en lambeaux, ne trouvant aucun repos dans ce trou à rats. Son œil s'ouvre brusquement, terrorisé, signalant le début d'un cauchemar horrible. Son rêve est un pur spectacle d'horreur, un flashback sur un cadavre mutilé du massacre. Le cauchemar montre son propre visage couvert de sang, le forçant à revivre le traumatisme. Il se réveille en hyperventilation, agrippant sa couverture dans une crise de panique totale. Il tousse violemment du sang, révélant que ce cauchemar a de sérieuses séquelles physiques. Tanir se réveille en panique, demandant à Faya ce qui ne va pas avec elle. Faya dit à Tanir de rester en arrière, réalisant qu'elle tousse à nouveau du sang. Faya crache du sang par terre, qualifiant le conseil de Tanir d'avoir de l'espoir d'inutile. Faya déclare que quelqu'un d'aussi insignifiant qu'elle n'a pas le droit d'espérer. Un esclave crie qu'un arbre s'effondre, une métaphore pas si subtile de l'état de Faya. Le gamin aux cheveux blancs et d'autres esclaves regardent l'énorme arbre s'écraser. L'esclave tyran aux cheveux longs crie à tout le monde de travailler plus vite pour atteindre leur quota. Le gamin aux cheveux blancs est complètement épuisé, commençant un monologue intérieur autodestructeur. Il se demande si avoir des pouvoirs vaudous à l'époque du massacre aurait changé les choses. Il fixe une souche d'arbre, se demandant s'il aurait pu empêcher tout ça. Un garde d'esclaves rassemble les esclaves dans des chariots, hurlant de se diriger vers le port d'expédition. Le frère muet de Tanir demande à leur père, le vieil esclave, si elle est dans l'autre chariot. Tanir interroge un garde sur leur séparation et se fait hurler dessus pour avoir osé demander. Les deux esclaves dédaigneux jugent toujours l'équipe de Tanir pour avoir aidé Faya, les traitant d'idiots. La fille blonde de la file pour la nourriture a l'air abattue, convenant que leur gentillesse était un gâchis. Les esclaves sont entassés dans le chariot sombre et chaotique, tous l'air complètement brisés en partant. Un esclave bandé exprime sa peur de ne pas être vendu, montrant à quel point le désespoir est profond. Un esclave balafré donne une leçon de réalisme sinistre, disant qu'être vendu signifie juste un enfer différent. Un autre esclave mentionne les arènes de la mort alors que Tanir et son frère écoutent, complètement désespérés. Le gamin aux cheveux blancs déclare qu'ils n'ont pas de foyer et ont perdu le droit de souhaiter quoi que ce soit.
Tanir essaie de faire un discours d'encouragement sur l'espoir, essayant toujours d'être la boussole morale. Le gamin aux cheveux blancs tousse, entendant le mot « espoir » comme si c'était une langue étrangère. Il a un monologue intérieur révélant qu'il lui reste un vœu. Le gamin admet que son seul vœu est de revoir sa mère une dernière fois avant de mourir. Le chariot sursaute brusquement, projetant les esclaves déjà misérables dans un tas chaotique. Tanir et un esclave amoché se demandent s'ils sont enfin arrivés à destination. L'esclave balafré se porte volontaire pour jeter un œil dehors et voir ce qui se passe, bordel. Il sort du chariot, demandant des nouvelles des autres esclaves qui ont été séparés. Un esclave à l'intérieur du chariot se demande ce qui se passe, montrant sa main enchaînée et impuissante. L'esclave balafré est instantanément empalé par une attaque ténébreuse. C'est tout pour ce type. Le frère muet de Tanir et les autres esclaves regardent avec une horreur absolue le carnage à l'extérieur. Un nouveau personnage masqué révèle que leur chariot ne se dirigeait jamais vers le port d'expédition. Surprise, c'est une autre embuscade. Le nouveau personnage masqué nargue l'esclave balafré mort sur son faux espoir. Ce type est un vrai charmeur. Le gamin aux cheveux blancs a l'air horrifié, alors que le type dit que les vœux d'un esclave n'ont pas d'importance. Belle façon de s'acharner sur un gamin à terre. Le personnage masqué sermonne les esclaves en disant que les vœux nécessitent de la valeur, faisant écho à la leçon de vaudou de Faya. Il révèle qu'une sorcière vaudou lui a appris cette leçon, confirmant qu'il est dans le même business louche. Il explique que cette sorcière achète ses esclaves de bas étage pour des sacrifices pendant que ses hommes attaquent. Le personnage masqué monologue sur l'honneur pendant que ses sbires massacrent les esclaves sans défense. Un autre psychopathe avide de promotion. Il déclare qu'il utilisera n'importe quel pouvoir pour son ambition, nous offrant un regard de fou de méchant classique. Le massacre continue à l'intérieur du chariot, avec un autre esclave brutalement empalé. Le frère muet de Tanir crie alors que l'esclave balafré se fait avoir, l'éclaboussant de sang. Un autre esclave reçoit une lance en pleine mâchoire, car ce n'est que le 3e massacre. Le gamin aux cheveux blancs regarde le carnage, chuchotant « Non !» alors que son monde s'effondre à nouveau. Il a un monologue intérieur, réalisant que son vœu de voir sa mère n'a sauvé personne. Le gamin aux cheveux blancs baisse les yeux et voit qu'il a été poignardé en plein ventre. Il a un moment de sombre acceptation, comprenant enfin le prix de son vœu. Le gamin conclut que c'était une erreur de faire un vœu alors qu'on voit que tout le monde est mort. Le gamin aux cheveux blancs est traîné loin du tas de cadavres, laissant une traînée de sang. Le personnage masqué ordonne à ses hommes de jeter les corps, confirmant que l'autre chariot est en sécurité. Le personnage masqué se moque que Faya soit inutile sans le vaudou, expliquant pourquoi elle a été épargnée. Masque de Fer dit au type aux cheveux rouges que la mort de Faya est une miséricorde. Quel psychopathe. Il révèle qu'une sorcière de la forêt achète les sorciers vaudous en traînant le gamin aux cheveux blancs. Masque de Fer nargue le gamin, révélant qu'il a vendu son frère bête à la même sorcière. Un sbire aux yeux bandés attire l'attention de Masque de Fer, pointant quelque chose dans le carnage. Le sbire révèle que Tanir est toujours en vie, demandant à son chef quoi faire d'elle. Masque de Fer donne à ses hommes la permission de jouer avec Tanir, scellant son destin absolument sinistre. On passe au corps sans vie de Tanir, confirmant qu'ils ont assassiné la dernière lueur d'espoir. Une lueur vaudou rouge jaillit soudainement de la blessure mortelle du gamin aux cheveux blancs. Un flashback montre la mère disant à Faya que le vaudou guérira sa blessure auto-infligée. La mère apprend à Faya que le vaudou est un marché où les deux parties obtiennent ce qu'elles veulent. La jeune Faya explique qu'aucun de ses sacrifices n'a jamais été suffisant pour exaucer un vœu. Elle demande à sa mère si elle est inutile, posant la question la plus déchirante qu'un enfant puisse poser. La mère met fin à cela immédiatement, disant à Faya qu'elle est la chose la plus précieuse de sa vie. La mère serre Faya contre elle, sur le point de lui révéler de sérieuses traditions vaudou. Elle explique que des esprits spéciaux appelés Elwa sont ceux qui exaucent les vœux contre un prix. La mère dit que les Lelwa ciblent les personnes désespérées car elles sacrifieront n'importe quoi pour leurs vœux. Son seul vœu est de ne jamais être séparé de Faya, mais Faya promet que cela n'arrivera jamais. Le flashback confirme que c'est la promesse exacte que le gamin aux cheveux blancs hurlait plus tôt. De retour au présent, le dernier vœu du gamin aux cheveux blancs mourant commence à se former. Un esprit flippant au possible apparaît dans son esprit, lui demandant ce qu'il veut. Que le spectacle commence. L'esprit Lewa apparaît dans l'esprit du gamin aux cheveux blancs, lui demandant ce qu'il souhaite. Le gamin souhaite retrouver sa mère, offrant de sacrifier tout ce qu'il a. L'esprit Lewa montre son visage effrayant et griffonné, acceptant l'offre désespérée du gamin. Le contrat vaudou est scellé avec 2 mots simples. Le marché est conclu. Un arbre grotesque d'énergie vaudou sombre jaillit du tas d'esclaves massacrés. Les 2 esclaves dédaigneux et l'esclave chauve paniquent, reconnaissant le pouvoir démoniaque.
Le corps du gamin aux cheveux blancs est complètement consumé par le vaudou sombre qu'il vient de déchaîner. Le type aux cheveux rouges panique pendant que Masque de Fer lui crie de capturer l'utilisateur de vaudou. Masque de Fer voit un autre esclave à vendre, ordonnant à ses hommes d'attaquer pour sa promotion. Les sbires chargent le monstre vaudou, sous-estimant complètement l'enfer dans lequel ils viennent de mettre les pieds. Un des sbires de Masque de Fer se fait vaporiser la tête entière par l'attaque du monstre vaudou. Les vrilles du monstre vaudou déchiquettent complètement le corps du sbire en un désordre sanglant. Le nouveau monstre vaudou déchaîne une entaille dévastatrice et rapide avec ses pouvoirs sombres. Le gamin, portant maintenant un masque démoniaque, déchire un autre garde en plein vol. Le type aux cheveux rouges regarde, incrédule, réalisant à quel point ils viennent de tout foirer. Les sbires restent en panique, hurlant que le gamin s'est transformé en un monstre total. Un sbire essaie d'avertir Masque de Fer, mais le monstre vaudou est déjà sur lui. Le monstre vaudou se lance dans un carnage absolu, un tourbillon de mort vaudou rouge. Un gros plan montre le nouveau masque démoniaque du gamin, avec ses yeux rouges brillants et effrayants. Le monstre vaudou continue le massacre, déchirant les gardes avec une puissance brute. Un des sbires de Masque de Fer gît mourant sur le sol après s'être fait absolument démolir. Le monstre vaudou écrase la tête du sbire en une pulpe sanglante. On parle d'excès de zèle. Un gros plan révèle le nouveau masque terrifiant et l'apparence démoniaque du monstre vaudou. Masque de Fer dit au monstre d'arrêter, le traitant de sorcière vaudou. Mauvaise personne, génie. Il essaie de négocier, demandant au monstre vaudou quel est son vœu. Tu vas bientôt le découvrir. Un flashback montre la brute masquée originale tenant la mère en otage pour la forcer à se rendre. Le monstre vaudou murmure le nom de Faya, confirmant que le gamin aux cheveux blancs est toujours là-dedans. Le monstre vaudou ignore les cris désespérés de Masque de Fer et continue de marcher vers lui. Masque de Fer panique, offrant de balancer la sorcière de la forêt qui a acheté la mère du gamin. Un flashback chaotique montre la mère protégeant Faya de l'attaque de la brute masquée. Un flashback montre le visage horrifié de la mère pendant le massacre initial. C'est pour ça qu'il se bat. Le pouvoir sombre du monstre vaudou lacère le souvenir du visage de sa mère. Le narrateur récapitule que le vaudou exauce les vœux, alors qu'on voit l'œil brillant du monstre. La narration nous rappelle que les vœux nécessitent un sacrifice de valeur équivalente. Sans blague, une main est montrée agrippant un énorme couperet taché de sang. Super, plus d'armes. L'esprit loi demande ce que quelqu'un qui a tout perdu pourrait bien souhaiter. Un carton-titre rouge sang apparaît, montrant le monstre vaudou debout au-dessus du carnage. Faya est montrée, l'air traumatisé, alors qu'une légende la qualifie de celle qui attise les flammes de la vengeance. Un gros plan montre les nouvelles cornes démoniaques et la nouvelle forme du monstre vaudou. Les yeux d'un nouveau personnage sont montrés alors qu'une légende demande ce qu'est la vie sans vœu. Masque de Fer se plaint des esclaves aux yeux morts, car apparemment c'est mauvais pour les affaires. Le type aux cheveux rouges monologue que la seule valeur d'un esclave est son prix de vente. Il se plaint que des esclaves brisés comme Faya ne l'aideront pas à atteindre son quota de vente. Un nouveau type aux cheveux longs avec un couperet dit à Faya de le suivre, la traitant de morveuse vaudou. Faya demande où ils vont alors qu'une toile d'araignée remplit la case. Ouais, ça ne sent pas bon. Le nouveau type, Tyburn, mène Faya à travers les bois pendant qu'elle porte du bois de chauffage pour lui. Faya demande pourquoi il déteste les sorciers et il les qualifie de gens qui trichent pour réussir. Tyburn prétend qu'il ne supporte rien de déraisonnable, ce qui est culotté venant de ce type. Il brandit soudainement son énorme couperet vers Faya, lui faisant une peur bleue. Tyburn ordonne à la petite fille malade de fendre tout un tas de bois de chauffage avec la lame géante. Tyburn dit à Faya de se dépêcher, désignant la quantité impossible de bois qu'elle doit couper. Faya peine même à soulever l'énorme couperet, se plaignant qu'il est bien trop lourd. Tyburn se moque de Faya pour sa dépendance aux autres, se remémorant ses amis maintenant morts. Il la nargue sur son vaudou inutile, lui rappelant que c'est pour ça que sa mère a été vendue. Poussé par la rage et le désespoir, Faya abat enfin le couperet sur une bûche. Faya explique que sa mère ne s'est rendue que parce qu'elle a été prise en otage, se blâmant toujours. Elle pleure, essayant désespérément de croire que les compétences de sa mère l'ont menée à un meilleur endroit. Tyburn la coupe, lui disant qu'elle est naïve et ne sait pas de quoi elle parle. Il brise son espoir, suggérant que sa mère est probablement le jouet maltraité d'un type riche maintenant. Faya s'effondre complètement, hurlant en déni à la pensée horrible du sort de sa mère. Tyburn remue le couteau dans la plaie, disant que le sacrifice de sa mère était inutile puisqu'elles se sont toutes les deux fait avoir. Il demande à Faya si sa vie a un sens, et elle insiste faiblement que oui. Faya hurle que sa vie a un sens, prenant enfin en main cet énorme couperet. Elle crie qu'elle a fait une promesse, tout comme son frère avant sa propre crise de nerfs. Les yeux de Faya deviennent rouges alors qu'elle jure de retrouver sa mère. C'est de famille.
une aura démoniaque explose derrière Faya alors qu'elle hurle sa promesse de sauver sa mère. On passe au monstre vaudou, enchaîné et ensanglanté, toussant le nom de Faya. Le monstre vaudou se coupe carrément la main pour s'échapper de ses chaînes, un vrai sauvage. Sa main coupée et son masque effrayant tombent au sol alors qu'il s'échappe. Le bras du gamin aux cheveux blancs se régénère avec des vrilles de vaudou sombres. C'est un nouveau tour, ça. Le monstre vaudou se serre la tête, ayant l'air de subir une sacrée migraine à cause du pouvoir vaudou. Le gamin aux cheveux blancs crie en arrachant le masque démoniaque de son propre visage. Le masque vaudou effrayant tombe dans la poussière, signalant la fin de son carnage absolu. Il est revenu à la normale, haletant au milieu des corps qu'il vient de créer. Le gamin regarde avec horreur le corps sans vie de Tanir, voyant enfin ce qui lui est arrivé. Ses yeux parcourent le cadavre d'un garde, la réalité du massacre s'insinuant lentement. Il a les yeux écarquillés de choc, réalisant qu'il se trouve au milieu d'un putain de cimetière. Le gamin aux cheveux blancs s'effondre, se tenant la tête dans une agonie et une confusion absolue. Il tousse violemment une énorme gerbe de sang. Ce marché vaudou a un prix terrible. Il se demande s'il a fait tout ça, confirmant qu'il n'a aucun souvenir de son carnage. Le gamin aux cheveux blancs avance en titubant, cherchant Tanir, ignorant complètement qu'elle est déjà morte. Les deux esclaves dédaigneux paniquent, criant au gamin de s'éloigner d'eux. Une des esclaves survivantes le pointe du doigt, le traitant de meurtrier. Eh bien, elle n'a pas tort. Le gamin essaie de le nier, toujours complètement inconscient du massacre qu'il vient de commettre. Les deux esclaves le traitent de monstre en reculant de la scène de crime imprégnée de vaudou. Il continue d'essayer de plaider sa cause, mais la défense de l'amnésie ne fonctionne sur personne. Il regarde les derniers survivants s'enfuir terrorisés, criant après la seule amie qu'il n'a pas pu sauver. Le gamin s'effondre à genoux, les suppliant d'attendre, maintenant complètement et totalement seul. Sa main frappe la poussière en signe de défaite, réalisant enfin qu'il a été abandonné de tous. Le gamin aux cheveux blancs s'effondre finalement en larmes, écrasé par le prix de son vœu. Le gamin aux cheveux blancs est à genoux, hurlant à plein poumon au milieu de nulle part. Il est face contre terre, marmonnant en déni à propos de l'enfer absolu qu'il vient de déchaîner. Le gamin crie que ce massacre sanglant est l'exact opposé de ce qu'il a souhaité. L'esprit Lewa flippant apparaît pour lui demander s'il regrette le marché. On ne peut pas dire qu'il choisit bien son moment. Un nouveau personnage masqué secoue le gamin, lui criant dessus pour avoir enlevé le masque vaudou. Le gamin aux cheveux blancs est complètement perdu, n'ayant aucun souvenir du masque ou de son carnage. Le nouveau personnage masqué était maintenant suspendu la tête en bas, lui disant d'arrêter de paniquer. Le gamin aux cheveux blancs regarde en silence, horrifié, son seul œil visible grand ouvert de choc. Le personnage masqué lui ordonne de remettre le masque et de céder son corps. Le gamin finit par craquer, exigeant de savoir qui diable est cette nouvelle personne. Le nouveau personnage masqué descend en flottant, informant le gamin aux cheveux blancs que leur interaction était un marché. Le personnage masqué se met juste devant son visage, le traitant d'imbécile pour avoir oublié leur marché. Le gamin aux cheveux blancs fait enfin le lien entre la voix et l'esprit Loi flippant de son cauchemar. Le personnage masqué se présente comme Enfant Masque, un Loi confirmant les pires craintes du gamin. Enfant Masque lui donne une leçon de vaudou condescendante, lui demandant si sa mère ne lui a rien appris. Un flashback confirme que sa mère lui a bien appris, donc il n'a vraiment aucune excuse d'être surpris. Le gamin aux cheveux blancs hurle à Enfant Masque de sortir de sa tête. Trop tard, mon pote. Enfant Masque fait l'innocent, rappelant au gamin que c'est lui qui a volontairement tout offert. Le Loi énonce les termes. Son vœu de trouver sa mère en échange de son tout. Enfant Masque précise que tout inclut sa liberté. Le contrat est contraignant, gamin. Enfant Masque revendique la propriété du gamin aux cheveux blancs, dont l'œil brille de son pouvoir démoniaque. Le gamin aux cheveux blancs essaie de se retirer du marché, disant qu'il sauvera sa mère lui-même. Enfant Masque se plaint d'être coincé avec lui, expliquant que leur contrat vaudou est mutuellement contraignant. Le Eloi précise que leur lien est une chaîne incassable, mais que de nouvelles conditions peuvent être ajoutées. Enfant Masque s'impatiente et ordonne au gamin de mettre le masque et de céder son corps. Le gamin demande ce que le Loi veut de son corps et il le traite simplement de morveux. Un seul mot tombe, définissant l'ambiance de toute la motivation du Loi. Ressentiment. Enfant Masque révèle qu'il est né d'âmes injustes et que son seul but est de répandre cette douleur. Le Loi déclare que son désir est d'infliger un ressentiment sans fin en utilisant le gamin comme son vaisseau. On revient à Faya, qui est menée à travers les bois par cet enfoiré de Tyburn. Un flashback montre la mère emmenant le jeune gamin aux cheveux blancs rencontrer le Loi. Le gamin se souvient n'avoir jamais été choisi par un Loi, confirmant son sentiment d'inutilité de toute une vie. Il se souvient de ses jours avec sa mère comme étant heureux, un contraste frappant avec son enfer actuel.
Le gamin aux cheveux blancs réalise que son vœu de trouver sa mère s'accompagne d'un nombre massif de morts. Il se demande combien de temps ce cycle de massacre continuera juste pour accomplir son seul vœu. Le gamin regarde sa main ensanglantée, horrifié à l'idée de retrouver sa mère dans cet état. Il décide qu'il ne peut pas accepter ce résultat et commence à chercher un moyen d'annuler le marché. Enfant Masque l'attrape, se moquant de sa tentative de faire un nouveau marché sans aucune garantie. Le loi dit au gamin que sa valeur actuelle est de 0, anéantissant tout espoir de renégociation. Le gamin serre le poing, insistant sur le fait qu'il n'a jamais voulu tuer personne pour voir sa mère. Le gamin aux cheveux blancs tient bon, insistant sur le fait qu'il a fait une promesse à sa mère. Un flashback le montre, lui et Enfant Masque, entouré de monstres alors qu'il se souvient de cette promesse. Enfant Masque tire soudainement le gamin pour l'écarter d'un monstre qui charge. Le gamin aux cheveux blancs panique, demandant ce que sont ces nouveaux monstres, bordel. Enfant Masque explique que ce sont des bêtes, des lois ratées qui mangent littéralement les âmes humaines pour vivre. Le gamin regarde une bête traîner un cadavre, horrifié par leur nombre. Une des esclaves dédaigneuses qui s'est enfuie crie à l'aide, alors que les bêtes se rapprochent. Enfant Masque blâme le gamin pour l'attaque, alors que l'autre esclave dédaigneuse se fait déchiqueter. Le loi révèle que les âmes des gardes qu'il a tués sont ce qui a attiré les bêtes. Le gamin aux cheveux blancs panique, hurlant qu'ils doivent fuir son propre gâchis. Enfant Masque menace de devenir violent si le gamin ne remet pas volontairement le masque. Le gamin aux cheveux blancs est complètement déconcerté par l'agression soudaine du loi. Enfant Masque se jette sur le gamin, exigeant qu'il cède son corps pour le contrat vaudou. Le gamin aux cheveux blancs est projeté en arrière par la possession forcée du loi. Son corps se contorsionne alors qu'il s'écrase au sol, le loi le piratant complètement. Le gamin gît sur le sol, se contractant de manière incontrôlable alors que la possession s'installe. Enfant. Masque force les propres mains du gamin à remettre le masque démoniaque sur son visage. Une bête massive accule l'une des esclaves en fuite, prête à collecter une autre âme. Le monstre vaudou nouvellement reformé canalise le pouvoir à travers l'œil du masque. Le monstre vaudou tranche sans effort la tête de la bête en deux. C'est tout pour cette menace. Les bêtes poussent un cri collectif et grotesque, ressemblant à une expérience de biologie ratée. Enfant Masque, maintenant aux commandes du monstre vaudou, se délecte d'avoir un corps vivant à commander. Le loi monologue sur la valeur de la vie tout en faisant face à une horde entière de mangeurs d'âmes. Le monstre vaudou décide de s'échauffer en déchirant les bêtes dans un flou rouge de mort. On revient à T-Burn riant de manière maniaque tout en agrippant son couperet, continuant d'intimider Faya. Enfant Masque réalise que les souvenirs du gamin sont fragmentés, mais jure d'utiliser son corps pour trouver la mère. La dernière esclave dédaigneuse survivante est acculée par une bête massive. Le karma est une vraie salope, hein? Le monstre vaudou empale la bête avec une explosion d'énergie rouge, la qualifiant d'obstacle. Il domine l'esclave qu'il vient de sauver accidentellement et lui dit froidement de dégager. Le monstre vaudou déchaîne une explosion vaudou massive, anéantissant les mangeurs d'âmes restants. Enfant Masque admet qu'il a du mal à contrôler le corps du gamin. C'est pas une possession facile. Le Shloi explique que pirater un corps avec une âme encore à l'intérieur est une vraie plaie. Le monstre vaudou marche sur les cadavres des bêtes, jurant d'obtenir un jour le contrôle total. Une nouvelle bête massive jaillit du sol, projetant le monstre vaudou dans les airs. La bête géante domine le monstre vaudou, le suppliant littéralement d'être tué. Le monstre vaudou note que la bête peut parler et qu'elle a encore faim de plus d'âme. Le monstre vaudou charge la bête géante, riant alors qu'il se fait attaquer par des pics. Une case en couleur montre le monstre vaudou en plein vol, dans une pose dynamique et chaotique. Le monstre vaudou se fait absolument embrocher par les vrilles ténébreuses de la bête. Le monstre vaudou se tient au-dessus de la bête vaincue, hurlant qu'il en a marre de se battre. Le monstre vaudou crie qu'il n'a pas de temps pour les bêtes qui l'entourent. Ce loi a des choses à faire, mec. Un nouveau personnage arrive et invoque un éclair de nulle part. Quelle entrée en scène. Le monstre vaudou est stupéfait, alors que l'attaque éclair pulvérise complètement les bêtes. Le nouveau type encapuchonné dit qu'il est venu pour les bêtes, mais a trouvé notre gars à la place. Ce n'est pas un compliment. Le type encapuchonné note que les yeux du monstre vaudou sont pleins de ressentiment. Il n'a pas tort, c'est toute la marque du loi. Le type encapuchonné devine correctement qu'un loi a pris le contrôle, et Enfant Masque demande s'il est un autre sorcier. Le type encapuchonné attrape le monstre vaudou, qui remarque que sa main prosthétique a 6 doigts. Ce n'est pas standard. Le nouveau type confirme qu'il est un sorcier vaudou, ajustant sa main à 6 doigts. Ok, ça devient intéressant. Le monstre vaudou se tient au-dessus des bêtes mortes, alors que le nouveau sorcier continue sa présentation. Le nouveau sorcier révèle qu'il est un chasseur qui cible les monstres comme lui. Super. Un autre problème à gérer. Le nouveau type encapuchonné exhibe sa main prosthétique à 6 doigts. Ce mec a des pièces sur mesure. Le type encapuchonné lance un regard sérieux.
clairement pas là pour se faire des amis avec notre gars. La dernière esclave dédaigneuse suffoque, réalisant enfin qu'elle est complètement dépassée. Enfant Masque est stupéfait, réalisant que ce nouveau sorcier vient d'éliminer en un coup le monstre qu'il combattait. L'esclave dédaigneuse regarde la bête morte, se demandant qui est ce nouveau sauveur maniant la foudre. Le type encapuchonné déchaîne un combo brutal, démolissant absolument le monstre vaudou. Le type encapuchonné se déplace à une vitesse folle, montrant qu'il est bien au-dessus du niveau du monstre vaudou. Le monstre vaudou est projeté violemment, son corps se contorsionnant sous le coup puissant du chasseur. Le monstre vaudou atterrit lourdement sur un rocher, complètement mis hors de combat par l'assaut du nouveau type. Le type encapuchonné atterrit parfaitement, regardant de haut le monstre qu'il vient de vaincre sans effort. Le type encapuchonné esquive facilement les troncs d'arbres, se moquant que les attaques du monstre vaudou soient inutiles. Le monstre vaudou le fusille du regard, alors que le type encapuchonné le traite de lent pour avoir juste jeté des bûches. Le type encapuchonné menace de le tuer comme masque de fer, puis devient confus sur le lien. Le monstre vaudou se perche sur un arbre mort, alors que le type encapuchonné déclare que le combat est terminé. Le type encapuchonné lève les yeux, complètement concentré sur l'élimination de sa cible possédée par le vaudou. Le monstre vaudou serre son arme, décidant finalement qu'il est temps de devenir sérieux. Le monstre vaudou déclare que c'est à son tour d'attaquer, prêt à passer de la défense à l'attaque. Le monstre vaudou passe en un éclair derrière le type encapuchonné, qui a l'air complètement choqué par la vitesse. Le monstre vaudou tire une explosion d'énergie vaudou, hurlant au chasseur de mourir. L'attaque du monstre vaudou manque sa cible, alors que le type encapuchonné esquive à la dernière seconde. Le monstre vaudou charge en avant, hurlant qu'il va déchirer le chasseur en morceaux. Le chasseur esquive facilement les coups sauvages du monstre vaudou, l'air complètement imperturbable. Le type encapuchonné assène un contre-coup brutal en plein visage du monstre vaudou. Il enchaîne avec une entaille puissante, projetant le monstre vaudou à travers le sol. Le monstre vaudou crie de douleur, goûtant enfin un vrai combat. Enfant Masque crée des clones d'ombre, submergeant le chasseur avec un mouvement de désespoir classique. L'œil du type encapuchonné se plisse, réalisant qu'il est temps de mettre fin à ce petit échauffement. Il tranche sans effort un clone, répétant que le monstre est tout simplement trop lent. Le monstre vaudou saute dans un arbre, narguant le chasseur en disant qu'il ne peut pas l'attraper. Le type encapuchonné déduit correctement qu'Enfant Masque ne s'est pas encore totalement adapté au corps du gamin. Le monstre vaudou est furieux que le chasseur ait percé à jour son bluff du « corps à sa limite ». Le monologue d'Enfant Masque révèle que le corps est épuisé, mais que sa fierté ne le laissera pas battre en retraite. Le monstre vaudou essaie de faire le dur, prétendant que son vrai pouvoir n'a même pas encore été montré. Le type encapuchonné démasque le bluff, tirant une explosion de foudre à bout portant de sa main prosthétique. L'attaque de foudre touche, faisant exploser la main du monstre vaudou en 1000 morceaux. Un gros plan montre la main du monstre vaudou se désintégrant complètement sous l'attaque. Le type encapuchonné qualifie le vaudou du monstre de pathétique alors qu'il tombe de l'arbre. Le chasseur enchaîne avec un coup de pied qui brise tout le tronc d'arbre. C'est juste une raclée. Le monstre vaudou réalise que le chasseur s'est soit adapté à sa vitesse, soit l'a simplement appâté. Le type encapuchonné lâche une phrase froide, disant que rien n'est plus rapide que la foudre. Fin du jeu, mec. Le type encapuchonné déchaîne une autre attaque de foudre brutale, depuis sa main prosthétique sur mesure. Le monstre vaudou est absolument englouti par l'énorme explosion d'énergie du chasseur. Notre gars est projeté dans les airs, complètement transformé en poupée de chiffon par l'assaut du chasseur. Le monstre vaudou s'écrase la tête la première dans la poussière, finalement mis au tapis pour une seconde. Le type encapuchonné s'interroge sur l'identité du monstre, confus par le lien avec Masque de Fer. Le chasseur réalise enfin qu'il ne fait que tabasser un gamin esclave possédé. Il s'inquiète que le corps du gamin meure s'il n'intervient pas. Un peu tard pour ça, mon gars. Le type encapuchonné décide de le sauver, mais est arrêté par un mouvement soudain du gamin. Le monstre vaudou se relève péniblement, déclarant que le combat n'est pas encore terminé. Un gros plan montre un charme vaudou effrayant dégoulinant de sang. Il sort les arts sombres maintenant. Le type encapuchonné réagit avec choc alors que le monstre vaudou sort son nouveau tour. Le type encapuchonné est complètement enserré par des vrilles vaudou rouges, qualifiant le mouvement de ridicule. Le chasseur admet que la volonté du gamin est dangereuse et décide qu'il doit en finir maintenant. Le monstre vaudou nargue le chasseur paralysé, lui demandant ce que ça fait d'être totalement impuissant. Enfant Masque se tient au-dessus du chasseur, lui demandant s'il comprend enfin quel vaudou est supérieur. Le monstre vaudou devient complètement fou, hurlant qu'il veut entendre les os du chasseur se briser. Le type encapuchonné est absolument écrasé par les sombres vrilles vaudou qui le serrent. Enfant Masque rit, promettant de détruire le masque du chasseur et de transformer son visage en haillon. Le monstre vaudou déchaîne une dernière attaque explosive, hurlant au chasseur de mourir.
Le type encapuchonné lève un doigt, admettant calmement quelque chose au milieu de l'attaque. Le type encapuchonné admet que le monstre vaudou est physiquement supérieur, tout en étant toujours piégé dans ses vrilles. Le chasseur dit que la puissance physique n'est pas tout, et se prépare à lui montrer ce qu'est le vrai vaudou. Le type encapuchonné lève sa main à 6 doigts, sur le point de donner une sérieuse leçon de vaudou à notre gars. Une explosion massive de foudre bleue éclate, pulvérisant complètement le monstre vaudou à bout portant. Les conséquences montrent un cratère fumant là où se trouvait la forêt. Une dévastation absolue. On passe à l'espace mental du gamin aux cheveux blancs où il est redevenu un enfant, appelant son propre nom. Faya voit sa mère dans le vide, lui demandant où elle était pendant que son reflet montre son moi plus âgé. La mère rappelle à Faya leur promesse de ne pas être séparés, le frappant avec ce traumatisme fondamental. Faya s'effondre en larmes, essayant de dire à sa mère tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont été séparés. Il admet qu'il a été terrifié par tout ce qu'il a vécu, baissant enfin sa garde. Faya dit à la vision de sa mère qu'il ne peut plus supporter ça, s'effondrant enfin. Il crie qu'il ne supporte pas d'être à nouveau séparé d'elle, réaffirmant son vœu. Un bol de nourriture est violemment renversé, nous ramenant à un autre souvenir de merde. Faya se tient enchaîné et confus, son repas renversé sur le sol. Retour au traumatisme de la vie d'esclave. Les fantômes de masques de fer et d'autres esclaves morts demandent pourquoi il est le seul survivant. Un gros plan d'un cadavre hurlant nous offre une place de premier choix pour son cauchemar. Les mains des morts tirent Faya vers le bas dans une mer de sa propre culpabilité. Faya crie au cadavre de le laisser partir, complètement submergé par son traumatisme. Il appelle désespérément sa mère à l'aide, alors que les morts l'entraînent sous l'eau. La main de sa mère se tend, lui offrant une issue à son enfer mental. Le visage de la mère dans son cauchemar se transforme en monstre, lui demandant qui il est. Les yeux du gamin aux cheveux blancs s'ouvrent brusquement, se réveillant enfin de cet enfer mental. Un tas d'esprits effrayants, ressemblant à des poupées, le regardent, annonçant qu'il est réveillé. Il se redresse brusquement dans son lit, hurlant alors que les étranges petites créatures grouillent autour de lui. Le gamin serre son corps bandé, confus et souffrant de la raclée du chasseur. Il est assis dans un atelier étrange, se demandant ce qui s'est passé après s'être fait absolument démolir. Il regarde des bocaux de spécimens effrayants, se souvenant qu'il était dans la forêt la dernière fois. Une nouvelle femme masquée apparaît, le saluant nonchalamment comme s'il ne venait pas de survivre à un massacre. Un petit esprit ressemblant à une grenouille qualifie toute la situation de « loco ». Sans blague, petit gars. Le gamin aux cheveux blancs panique, exigeant de savoir qui est cette nouvelle personne masquée. Le gamin fait le lien. Cette femme masquée est la sorcière de la forêt qui a acheté sa mère. Les petits esprits de Shan poussent violemment Faya, faisant voler sa nourriture. Son hospitalité est vraiment de premier ordre. Faya grince des dents de douleur sur le sol. Cette fête de bienvenue n'est qu'une autre séance de torture. Le type encapuchonné entre, disant à quelqu'un d'arrêter ses tours sur les patients. Il était temps que quelqu'un intervienne. Le type encapuchonné révèle que la sorcière s'appelle Shan, qui se plaint juste qu'il est un rabat-joie. Quel charmant duo. Faya est complètement confus à propos des tours, traitant encore les dernières 24 heures d'enfer. Le type encapuchonné explique qu'ils sont des sorciers vaudous qui l'ont sauvé du loi. Donc ils ne sont pas totalement mauvais, peut-être. Le type encapuchonné se présente comme Pellini, un chasseur de bêtes, et notre gars se présente comme Faya. Pellini demande à Faya s'il se souvient de son carnage, mais la mémoire du gamin est un flou douloureux. Amnésie post-traumatique bien pratique. Faya se souvient vaguement de s'être battu contre Pellini, et Shan lui dit qu'il a fait une énorme erreur. « Ouais, sans blague, madame. » Shan donne un cours de vaudou 101 à Faya, le traitant d'idiot pour avoir offert son propre corps. Faya déballe toute son histoire traumatisante, et Pellini est surpris qu'il se souvienne de quoi que ce soit. Faya explique qu'il est coincé avec Enfant Masque et est distrait par les petites poupées fantômes effrayantes de Shan. Shan hurle sur Faya pour avoir touché à ses affaires, prouvant que son hospitalité est toujours aussi nulle. Shan explique que ces poupées effrayantes sont des réceptacles d'âme, admettant que l'une d'elles essayait de le protéger. Faya apprend que ces totems sont essentiellement des appartements pour Loi, leur donnant un pied-à-terre dans le monde réel. Pellini brandit le masque maudit, confirmant que le Lewa ne va nulle part de sitôt. Pellini donne une conférence sur les personnalités des lois, confirmant que certains sont juste de plus gros enfoirés que d'autres. Pellini rappelle à Faya que le seul hobby de son loi est le ressentiment, donc il faut s'attendre à plus de vols de corps et de meurtres. Pellini essaie de démontrer quelque chose en tentant de briser l'un des totems loi avec ses mains. Shan crie que ces totems sont solides, mais Faya fait remarquer que Pellini a déjà fait un trou dans l'un d'eux. Faya demande s'il est coincé avec Enfant Masque, et Shan le qualifie carrément de bombe à retardement ambulante.
Pellini tient une autre des poupées Eloi effrayantes, montrant qu'il n'est pas du tout intimidé par elle. Faya débat intérieurement de leur faire confiance, puisque leurs leçons de vaudou correspondent à ce que sa mère lui a appris. Pellini révèle qu'il y a une solution difficile, et la première pensée de Faya est toujours sa mère. Faya demande désespérément quelle est la solution, s'accrochant à la première lueur d'espoir qu'on lui offre. Pellini dit que les problèmes vaudous nécessitent des solutions vaudou, brandissant une invitation adressée à Shan. Pellini explique que l'invitation vient de House, un groupe révolutionnaire de sorciers vaudous. Pellini dit à Faya que puisqu'il était un esclave, ce groupe House l'aidera certainement. Shan avertit Faya que le voyage est périlleux car Enfant Masque pourrait se réveiller et se déchaîner à nouveau. Shan dit nonchalamment à Faya qu'elle pourrait simplement le tuer maintenant pour résoudre tout le problème du loi. Faya a un monologue intérieur, réalisant qu'être un sorcier vaudou n'est pas pour n'importe qui. Il se remémore sa mère étant la seule sorcière du village et se sacrifiant pour lui. Faya accepte qu'il a déjà commis des actes irréversibles, se souvenant du massacre sanglant. Il décide de continuer à avancer, même si son chemin est rempli de plus de douleur et de regrets. Faya déclare que son vœu était de retrouver sa mère auprès de la sorcière de la forêt, c'est-à-dire la dame dans la pièce. Il se souvient de sa promesse à sa mère qu'ils ne seraient jamais séparés à nouveau. Faya regarde les fantômes des esclaves morts, déclarant qu'il sacrifiera tout pour son vœu. Il déclare qu'il deviendra un sorcier vaudou, décidant enfin de prendre le contrôle de son destin. Le monologue intérieur de Faya se termine avec son but ultime, briser les chaînes et sauver sa mère. Faya serre un totem, déclarant son vœu avec un regard de pure détermination. Le petit esprit grenouille de Shan qualifie toute la situation de loco. « Tu n'as pas tort, petit gars. » Shan dit à Pellini de se préparer, confirmant que la mère de Faya est précieuse et probablement en vie. Pellini explique qu'il se dirige vers le quartier général de House, dans une ville étrange à proximité. Pellini présente Maze, la cité des sorciers vaudous, toute une ville de ces psychopathes. On passe à une forêt sombre la nuit, car rien de bon n'arrive jamais en journée. Une nouvelle silhouette encapuchonnée marche sur un tas de vrilles ténébreuses au sol. La nouvelle silhouette encapuchonnée traverse un champ de cadavres. Le nombre de morts dans cette histoire est insensé. La silhouette encapuchonnée touche un appareil métallique sur un corps, marmonnant que ce n'est pas assez. La silhouette encapuchonnée baisse les yeux, disant qu'il lui en faut plus. Super, un autre psychopathe avec un quota. Une nouvelle silhouette encapuchonnée tient une tête de monstre coupée, traitant les gens esclaves du désir. Le monologue met en garde contre les désirs dans nos cœurs. Ouais, Faya a appris cette leçon à la dure. Un groupe d'esclaves prie alors que la narration qualifie le désir de monstre dévoreur d'âmes. C'est littéralement l'histoire d'origine des bêtes. Une nouvelle nonne aux yeux bandés qualifie le désir d'abîme sans fond, dont on ne peut s'échapper seul. Elle donne en gros un cours de vaudou 101 aux masses. La nonne aux yeux bandés prêche aux esclaves sur une comète vieille de 4000 ans. Donc cette secte a une histoire ancienne. Deux nouveaux salauds se moquent des esclaves qui écoutent les écritures. Ces types ont l'air d'être à une mauvaise journée de devenir eux-mêmes des bêtes. Une nonne à lunettes dit à un esclave que leur commerce est essentiel pour l'Empire. L'Église et la traite des esclaves, un combo classique. La nonne à lunettes spécule que la nonne aux yeux bandés a été pardonnée pour avoir été brûlée. On dirait que cette secte a des rites d'initiation brutaux. Les deux salauds se moquent de la nonne, mais l'un avertit l'autre de ne pas chercher des ennuis avec la secte. Sage décision, ils sont probablement tous des psychopathes. Une créature lapin ténébreuse apparaît avant qu'une main bandée ne se tende. On dirait que quelqu'un s'apprête à utiliser du vaudou. Faya rit après avoir raté une autre tentative de vaudou, pendant que Pellini le regarde s'entraîner. Pellini dit à Faya de continuer à pratiquer une technique de vaudou qui ne nécessite pas le masque. On a droit à une leçon de vaudou 101, expliquant que la volonté est la source du pouvoir d'un sorcier. Un diagramme montre que le marché sorcier-loi est une relation à double sens de désir mutuel. La main à 6 doigts de Pellini montre la différence entre le vaudou de pure volonté et le vaudou assisté par un loi. Faya s'inquiète qu'Enfant Masque reprenne son corps pendant un combat. Pellini explique que le vaudou de Shan a scellé le loi dans le masque, le forçant à dormir. Pellini prévient que le sceau de Shan est temporaire, donc ils doivent atteindre Mars rapidement. Faya accepte le plan, montré en train de pratiquer sa nouvelle attaque de projectile vaudou. Faya interroge Pellini sur son Eloi, qui révèle que c'est un Eloi des vœux, pas du ressentiment. Pellini explique que les lois sont classées par 5 vents, confirmant que le sien est un loi féminin des vœux. Pellini dit à Faya que son vaudou d'armes est du pur ressentiment, ce qui correspond bien à son personnage. Faya regrette que Shan ne soit pas venue, et Pellini admet que c'est elle qui lui a tout appris. Pellini dit que Shan était trop occupé mais a envoyé son précieux totem fantôme avec eux pour le voyage.
Pelini fourre le petit totem fantôme dans la cape de Faya en pensant à Shan. Un flashback montre Shan au travail, alors que Faya se souvient qu'elle était une bonne personne malgré le début difficile. Le flashback montre Shan ajustant le col de Faya pour cacher les cicatrices de sa marque d'esclave. Shan donne à Faya de solides conseils sur le fait qu'être un ancien esclave est une condamnation à mort. Faya demande enfin à Pelini pourquoi ils aident un gamin au hasard qu'ils viennent de rencontrer. Faya demande si c'est juste par pitié parce qu'il est un enfant, mettant Pelini dans l'embarras. Le monologue intérieur de Pelini confirme qu'il savait que Masque de Fer était un marchand d'esclaves, donc il n'est qu'un autre spectateur. Pelini donne à Faya le discours « Les sorciers opprimés doivent s'unir ». Ouais, on nous l'a déjà faite, celle-là. Il admet que certains sorciers sont malveillants, citant sa propre mentor Shan. C'est froid, mec. Pelini déclare qu'il veut être une meilleure personne, et Faya a l'air de le croire. Faya se remémore Tanir et les autres esclaves morts qui ont été gentils avec lui. Place au montage traumatisant. Faya se demande intérieurement comment les gens peuvent être altruistes dans un monde aussi merdique. Bienvenue dans le monde réel, gamin. Faya souhaite pouvoir revoir Tanir alors qu'ils entrent dans un champ de cadavres crucifiés. Mauvais timing. Faya panique à la vue des totems de cadavres grotesques et enchaînés. On ne peut pas lui en vouloir, c'est du carburant à cauchemar. Faya regarde avec horreur, demandant ce que sont ces sculptures de cadavres tordus. Bordel. Pelini explique que ce sont des épouvantails d'âmes faits de cadavres d'esclaves pour éloigner les bêtes. C'est tordu. Pelini explique que le symbole appartient à une secte anti-vaudou travaillant pour l'empereur. Super. Une autre faction ennemie. Faya réalise que lui et sa mère ont failli finir comme un de ces épouvantails de cadavres. Bienvenue dans le train du trauma, gamin. Pelini fait soudainement taire Faya, sentant qu'ils ne sont plus seuls dans les bois. Pelini suspecte qu'une bête a été attirée par le totem fantôme que Shan leur a donné. Ce cadeau est déjà un handicap. Pelini pousse Faya derrière lui, prêt à en découdre avec ce qui arrive. Une nouvelle silhouette encapuchonnée trébuche et s'écrase la tête la première juste devant eux. Adieu l'entrée en scène dramatique. Pelini regarde avec une confusion absolue, complètement décontenancé par l'intrus maladroit. La silhouette se révèle être la nonne aux yeux bandés de cette étrange secte de tout à l'heure. La nonne aux yeux bandés demande poliment aux deux voyageurs s'ils peuvent lui donner un peu de nourriture. Ça doit être un piège. Faya est complètement déconcerté par la demande de la nonne, car rien dans sa vie n'est jamais simple. Faya donne à la nonne aux yeux bandés un bol de nourriture, qui le remercie pour le repas. La nonne aux yeux bandés les remercie de façon dramatique de l'avoir sauvé de la famine, pendant que Faya a l'air méfiant. Faya chuchote à Pelini, réalisant que la nonne vient de la secte anti-vaudou et est probablement dangereuse. Pelini interroge la nonne, demandant pourquoi une femme aveugle voyage seule sur une route si dangereuse. La nonne prétend que la protection de sa secte la garde en sécurité, se sentant comme si elle était interrogée. La nonne aux yeux bandés va droit au but, leur demandant s'ils sont des sorciers vaudous. Faya panique immédiatement et essaie de le nier. Ce gamin ne peut pas mentir pour sauver sa vie. La nonne sourit, expliquant que même si elle ne peut pas voir, elle a un très bon odorat. Elle dit qu'ils ont une odeur particulière, mais promet aucune hostilité puisqu'ils ont partagé de la nourriture. Pelini essaie de se débarrasser d'elle, demandant s'il y a un village à proximité pour qu'elle se repose. Pelini remet en question l'histoire de la nonne aux yeux bandés, demandant pourquoi elle veut voyager avec eux si elle est toujours seule. Pelini décide intérieurement que voyager avec la nonne est le pari le plus sûr pour éviter les ennuis en territoire sectaire. Son monologue révèle qu'il est confiant de pouvoir la vaincre si elle essaie quoi que ce soit. Parole célèbre, mon gars. La nonne aux yeux bandés tapote la tête de Faya, qualifiant leur rencontre de destin alors qu'il a l'air complètement surpris. La nonne, Rota, se présente en se rapprochant beaucoup trop de Faya. L'espace personnel n'est pas dans son vocabulaire. Faya se présente, l'air complètement hébété par la salutation soudaine et étrangement intime de Rota. Le monologue intérieur de Faya révèle que Rota lui rappelle sa mère. Frérot, c'est un piège et tu fonces droit dedans. Ils arrivent au village, qui n'est qu'un tas de ruines abandonnées. Pas vraiment un endroit sûr pour se reposer. Faya regarde les bâtiments barricadés, demandant où sont passés tous les gens. Ouais, cet endroit est une ville fantôme. Rota devient étrangement excitée par le mystère et Pelini la reprend sur son enthousiasme morbide. Faya se corrige, réalisant que les villageois ne sont pas partis, ils se cachent simplement de peur. Rota confirme son soupçon avec ses super sens flippants, notant que tout le monde se cache à l'intérieur. La nonne aux yeux bandés sourit et annonce joyeusement qu'elle peut sentir le sang. Ce n'est pas un bon signe. Une bête massive et ténébreuse rugit, confirmant exactement pourquoi tout le monde se cache. Que le spectacle commence. Une petite fille terrifiée est assise parmi les cadavres de 2 bêtes et d'un villageois mort. Pelini et Faya repèrent la fille.
Pellini soulignant qu'elle est sur le point de devenir de la nourriture pour monstres. Pellini note que les épouvantails de cadavres ont échoué, alors que le totem fantôme de Shan commence à faire des étincelles. C'est tout pour la protection. Rota dit qu'il n'y a pas d'autre choix, ayant l'air de vouloir intervenir. Pellini la coupe, déchaînant sa signature « coup de foudre » de sa main prosthétique. L'attaque de foudre vaporise complètement la bête, sauvant la gamine dans une explosion massive. La petite fille regarde avec un choc absolu, complètement traumatisée par toute l'épreuve. Le trio vérifie la fille traumatisée, demandant où sont passés tous les autres adultes. Un grand villageois arrive enfin, demandant suspicieusement qui ils sont. Le villageois admet qu'ils ont utilisé des gens comme appât, puis les accuse immédiatement d'être des sorciers vaudous. Toute une foule de villageois les entoure, les accusant d'être des hérétiques essayant d'enlever la gamine. La mère de la fille rallie les villageois pour attaquer les personnes mêmes qui viennent de sauver sa fille. Faya se demande pourquoi ces lâches sont soudainement assez courageux pour se battre maintenant que le monstre est parti. Pellini accepte que les sorciers sont détestés partout et se prépare à en découdre avec la foule. Rota intervient pour désamorcer la situation, disant aux villageois terrifiés de se calmer. Rota leur joue un tour, prétendant être une nonne les escortant sur ordre de l'empereur. Rota invente un mensonge abracadabrant, qualifiant Faya et Pellini d'enfants perdus et repentants de l'empereur. Elle garantit leur sécurité au nom de l'empereur, vendant l'histoire ridicule avec un sourire effrayant. Faya dénonce intérieurement ces conneries, se demandant si les nonnes ont même le droit de mentir à ce point. Les villageois lâches ont l'air sceptiques, se demandant s'ils doivent vraiment croire à cette histoire bien pratique. L'œil d'un villageois s'écarquille de choc alors que la réalisation le frappe. Ouais, ils ont totalement gobé le mensonge. Les villageois leur servent maintenant un festin, les appelant saints pèlerins. On parle d'un revirement complet. Les villageois les supplient de glisser un mot en leur faveur auprès de la secte, désespérés de sauver leurs propres fesses. Le villageois principal leur dit nerveusement de se détendre, après avoir juste essayé de les tuer. L'audace est insensée. Un autre villageois avec un collier de la secte leur dit de rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ces types changent d'avis comme de chemise. Rota accepte gracieusement leur hospitalité, les bénissant d'un sourire. Elle a joué de ces crétins comme d'un violon. Un villageois lèche les bottes du groupe, d'accord avec tout ce qu'ils disent. Ces types n'ont aucune colonne vertébrale. Rota donne une bénédiction effrayante sur le festin, s'engageant pleinement dans son rôle de sainte femme. Rota inhale sa nourriture comme un aspirateur pendant que Faya regarde, complètement abasourdie. Pellini regarde Rota manger, commentant à quel point elle apprécie le repas gratuit. Rota défend son appétit massif, demandant s'il y a une loi contre les nonnes qui mangent bien. Faya admet intérieurement qu'il ne peut pas manger après avoir vu ces épouvantails de cadavres. Le trauma coupe l'appétit. Rota arrête de manger une seconde pour demander à Faya pourquoi il ne touche pas à sa nourriture. Faya remercie intérieurement Rota, mais se demande comment elle peut être si joyeuse tout le temps. Le monologue de Faya dénonce l'hypocrisie des villageois, réalisant que ce monde est simplement cruel. Le monologue intérieur de Faya se termine alors qu'il pense comprendre pourquoi Rota agit comme elle le fait. Rota lâche une pensée philosophique, disant qu'elle espère ne pas être une ordure comme ces villageois. Faya est touchée par l'émotion, se souvenant que Rota l'avait interpellée pour sa gentillesse plus tôt. Le monologue intérieur de Faya relie sa mère et Tanir au discours de Rota sur « ne pas être cruel ». Le monologue intérieur de Pellini se déclenche enfin, réalisant que toute cette histoire de village amical est super suspecte. Pellini se demande si la nourriture est empoisonnée, admettant qu'il ne fait même pas confiance à la nonne flippante. Il hésite à avertir Faya du potentiel festin mortel avant que le gamin ne prenne une bouchée. Pellini reste assis à réfléchir pendant que Rota continue d'inhaler sa nourriture, comme si c'était son dernier repas. Rota appelle des enfants du village cachés, essayant d'agir de manière amicale et désarmante. Les enfants du village jettent un coup d'œil depuis leur cachette, ayant l'air absolument terrifiés par l'étrange nonne. Rota vole carrément la nourriture de l'assiette de Pellini, le choquant au plus haut point. Rota sourit alors que les enfants du village jouent avec le totem fantôme de Shan, s'engageant pleinement dans son rôle de sainte femme. Pellini fulmine intérieurement que Rota a volé sa nourriture, décidant qu'elle est trop perspicace pour qu'on lui fasse confiance. La petite fille du village révèle que leur grand-mère a été mangée par une bête, expliquant pourquoi tout le monde est un putain de lâche. Faya a l'air horrifiée, exprimant une sympathie sincère pour les enfants dont la grand-mère est devenue de la nourriture pour monstres. Le monologue intérieur de Faya relie la perte des enfants à la sienne, voyant leur traumatisme commun. Faya lâche une philosophie étonnamment profonde aux enfants sur la survie dans ce monde infernal. La fille du village dit qu'ils vont bien parce qu'ils ont Molly. Ça va devenir bizarre, non? Faya demande si Molly est un chien, complètement ignorant de ce qui va se passer.
Rota prétend que Molly est un chat, mais le gamin fait une crise, leur hurlant le nom. Pellini devine que Molly est un oiseau alors que quelqu'un l'appelle. Ces trois-là sont nuls à ce jeu de devinette. Faya, Pellini et Rota réagissent tous avec choc alors que le gamin révèle leur animal de compagnie. Une chaîne cliquette alors que le gamin dit au groupe de dire bonjour à leur ami. La fille du village présente Molly, un homme géant et balafré qu'elle tient en laisse. Un gros plan sur l'œil mort de Molly révèle la pure folie cachée dans ce village. On passe à la maison du chef du village alors qu'un villageois prend de ses nouvelles. Le chef du village se plaint que le marchand d'esclaves Masque de Fer n'a pas livré ses nouveaux esclaves. Il commence à tousser violemment, ayant l'air sur le point de se transformer en une putain de bête. Le chef du village hurle qu'il a encore faim, confirmant qu'il perd son humanité. Un autre villageois le jette au sol, le traitant d'imbécile inutile. La hiérarchie s'effondre. Ce nouveau villageois, tout aussi monstrueux, menace le chef du village, révélant que toute la ville est infectée. L'œil du chef du village tourne en spirale alors qu'il supplie d'offrir n'importe quoi, complètement consumé par son désir. Une voix mystérieuse répète son offre, confirmant qu'un très mauvais marché est sur le point d'être conclu. Le monologue de Pellini se souvient d'une explosion, comparant le village à un piège inéluctable. Pellini décide qu'ils doivent décamper, sachant que l'histoire bidon de Rota a une durée de vie limitée. Pellini confirme que la nourriture n'était pas empoisonnée, mais dit au groupe qu'ils partent à l'aube. Rota est d'accord que le village est effrayant, mais admet que la nourriture était excellente. Cette nonne a ses priorités. Rota tient le totem fantôme de Shan, déclarant que leur temps avec les villageois est officiellement terminé. Faya interpelle Pellini pour avoir passé toute la nuit de garde, qu'il ignore simplement. Faya regarde en silence, clairement impressionné par le rôle de protecteur stoïque de Pellini. Faya demande aux villageois s'ils peuvent prendre Molly, car son complexe du héros est un putain de handicap. Faya plaide pour sauver Molly, pointant ses cicatrices et disant que ce n'est pas une vie. Son complexe du héros est officiellement un handicap. Pellini met fin à cette merde, qualifiant Molly de propriété du village. Putain mec, froid comme la glace. Faya perd la tête au mot « propriété » et Rota essaie de le calmer. L'ironie me tue. Rota lâche une pensée philosophique sur le fait de ne pas être cruel mais aussi de ne pas être imprudent. Décide-toi, ma belle. Rota lui pose les questions difficiles, lui demandant s'il va sauver tous les cas désespérés qu'il trouve. Rota rappelle à Faya que sa quête principale est de trouver sa mère, pas de créer une putain d'œuvre de charité. Faya se remémore les enfants traitant Molly comme un animal de compagnie, alimentant sa juste colère. Pellini frappe le sol du pied pour interrompre le débat, alors que l'œil de Faya tourne en spirale de conflit. La fille du village arrive en courant, leur hurlant de ne pas partir, criant à propos de bêtes. C'est tout pour une fuite propre. La fille pleure à Rota qu'une bête a pris son frère. Les adultes sont, une fois de plus, complètement inutiles. La fille du village s'effondre en larmes, suppliant les étrangers que son village a essayé de tuer de l'aider. La fille dit à Faya et Pellini que c'est inutile, ayant déjà accepté que ses parents sont des lâches. Elle traite carrément tous les adultes du village de lâches. Elle n'a pas tort. Les villageois sont occupés à prier leur dieu comète au lieu de sauver un enfant. Un des villageois supplie d'être sauvé des désirs qui les transforment en monstres. Rota et Pellini partent immédiatement en courant pour trouver le gamin, laissant le cercle de prière derrière eux. Rota utilise ses super sens flippants pour traquer la bête, hurlant à Pellini de faire attention. Pellini admet qu'il ne fait pas confiance à Rota, mais la suit pour la tenir éloignée de Faya. Faya crie hors champ, exigeant qu'il l'emmène en mission de sauvetage. Faya dénonce l'hypocrisie de Pellini pour avoir sauvé ce gamin mais pas l'esclave Molly. Pellini remet en question la logique de Faya, mais convient qu'on ne peut pas simplement choisir quelle vie compte. Pellini et Rota traversent un cimetière d'os alors qu'il admet que ce monde ne fonctionne pas sur des idéaux. Rota utilise ses super sens flippants, avertissant Pellini que l'odeur de la bête se renforce. Le duo entre dans une grotte sombre que Rota confirme être le nid de la bête. Plus de retour en arrière possible. Pellini empêche Rota d'aller plus loin, décidant de prendre la tête lui-même. Sage décision, mec. Pellini repère une porte en bois verrouillée dans l'obscurité, annonçant qu'ils ont trouvé l'endroit. La porte verrouillée grince et s'ouvre d'elle-même. Ouais, ce n'est pas du tout un mauvais présage. Le cadenas se brise, cassé par des vrilles ténébreuses de l'intérieur. C'est un piège. Un gros plan révèle le visage balafré de Molly, l'esclave enchaînée du village. Faya se tient dans l'embrasure de la porte, complètement stupéfait de trouver Molly à l'intérieur de la cabane. Molly lève les yeux du sol, demandant faiblement à Faya qui diable il est. Faya lui fait signe de se taire et annonce qu'il est là pour le secourir. Son complexe du héros est officiellement un problème. Faya explique que les villageois se cachent d'une bête alors qu'ils s'agenouillent à côté de l'homme enchaîné. Le monologue intérieur de Faya se déclenche, se souvenant que le vaudou est le pouvoir d'exaucer les vœux.
C'est parti. Il utilise son vaudou pour briser les chaînes de Molly, déclarant que son vœu est la liberté de cet homme. Molly regarde ses mains libérées avec un choc absolu, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Faya donne une cape à Molly et lui dit de s'échapper, le prévenant des bêtes. Molly remercie Faya, révélant que sa sœur est morte de la punition du village. Cet endroit est foutu. Molly s'arrête avant de partir, disant à Faya qu'il a une question à lui poser avant de s'en aller. Il demande pourquoi Faya l'a aidé, s'interrogeant sur le bénéfice qu'il pourrait en tirer. Faya explique que Tanir lui a appris à avoir de l'espoir, contrairement à l'enfoiré de Masque de Fer. Il prêche que pour survivre dans ce monde, il faut être meilleur et tendre la main en premier. Faya demande à Molly de rendre l'appareil, espérant qu'il aidera quelqu'un d'autre à l'avenir. Molly regarde en silence, se demandant probablement si ce gamin est sérieux ou juste naïf. Molly accepte, promettant à Faya qu'il rendra certainement cette gentillesse. Ça semble de mauvais augure. Faya relie la souffrance de Molly à sa mère, alimentant son urgence de la retrouver. Il décide de rejoindre Rota et Pellini, se souvenant enfin de sa véritable mission. Une voix du totem fantôme de Shan traite soudainement Faya de petit morveux stupide. Faya réalise qu'Enfant Masque est réveillé, qui rit en disant qu'il est déjà dans la spirale. Enfant Masque déclare que Faya est maintenant dans une spirale dont il ne pourra jamais s'échapper. Beau travail, héros. Une bête massive ressemblant à un cochon tient le gamin du village kidnappé, portant ce même putain de collier de secte. La main prosthétique à 6 doigts de Pellini brille, se préparant à déchaîner son attaque de foudre signature. Pellini foudroie la bête avec un coup de foudre massif à bout portant, ça doit laisser une marque. La bête rugit d'agonie et s'effondre au sol, laissant tomber le gamin. Un autre coup fatal. Pellini dit à Rota de prendre le gamin et de courir, se préparant à s'occuper du monstre lui-même. L'œil de la bête s'écarquille alors qu'elle crie de douleur, demandant qui diable ils sont. Pellini est choqué, réalisant que ce n'est pas un monstre sans cervelle, mais une bête intelligente. La bête confirme qu'elle était humaine, hurlant au sorcier vaudou de ne pas interférer avec son repas. La bête monologue sur le fait de manger des esclaves, se plaignant que le dernier ne prend pas de poids. C'est le chef du village. La bête chef du village se plaint de sa livraison d'esclaves de Masque de Fer, et Pellini a l'air absolument dégoûté. Molly frappe sauvagement un villageois, expliquant que le chef du village a sacrifié un enfant pour apaiser la secte. La bête chef du village crie de confusion, lançant une volée désespérée de piques ténébreuses. Pellini se fait absolument embrocher par l'attaque ténébreuse de la bête. C'est tout pour un combat facile. Pellini analyse le pouvoir de la bête tout en étant épinglé, réalisant qu'il est alimenté par les âmes et la volonté. La bête chef du village a une crise de nerfs, hurlant que ce n'est pas ce qu'elle voulait avant d'exiger la mort de Pellini. Pellini dit à la bête de se taire, chargeant un autre coup de foudre avec sa main prosthétique. La main à 6 doigts de Pellini brille d'un éclair bleu intense, prête à mettre fin à cette petite séance de lamentation. Molly intercepte l'attaque, déclarant qu'il sacrifie son bras pour bloquer la foudre. Pellini est complètement choqué alors que son attaque de foudre signature est complètement annulée par Molly. Molly se transforme en un monstre massif, réalisant qu'un bras n'était pas suffisant pour arrêter l'attaque. La forme monstrueuse de Molly crie d'agonie à cause de la foudre, hurlant que ses os se brisent. Molly se jette en avant avec une main massive, hurlant à Faya de mourir. C'est tout pour la gratitude. Faya regarde la main géante du monstre de Molly se désintégrer complètement avant de pouvoir l'écraser. Le monologue intérieur de Faya se déclenche, admettant qu'il aurait dû écouter Pellini et Rota. Il est assis enchaîné dans son esprit, se demandant si tout le monde serait en vie s'il n'avait rien fait. Enfant Masque apparaît derrière Faya, convenant que son choix était plein de regrets. Le loi dit à Faya que Molly aurait de toute façon vécu une vie de souffrance. Enfant Masque qualifie la bonne action de Faya d'acte insensé avec un prix insignifiant. Le loi explique que briser les chaînes de la vengeance ne fait que créer plus de chaînes pour vous piéger. Enfant Masque révèle qu'ils sont à l'intérieur de son nid, le masque, et que les chaînes sont le karma de Faya. Enfant Masque dit à Faya que tuer Masque de Fer n'était que le début de ses problèmes. Ouais, sans blague, Sherlock. Le loi dénonce l'hypocrisie de Faya, demandant pourquoi certaines personnes méritent de mourir mais pas d'autres. Il utilise sa propre logique contre lui. Enfant Masque compare la lutte de Faya à une mouche piégée dans une spirale. C'est une métaphore assez bien trouvée pour sa défaite actuelle. Le loi montre à Faya la spirale sans fin du désir dans laquelle il est maintenant piégé. Bienvenue face aux conséquences de tes actions, gamin. Faya déclare qu'il a pris une décision après s'être fait botter le cul par la réalité. Ça ne présage rien de bon. Faya passe un marché avec Enfant Masque alors que son corps commence à briller. Il a officiellement vendu son âme pour plus de pouvoir. On revient au corps inconscient de Faya sur le sol. Le pacte avec le diable l'a mis KO.
Pellini tient le corps inerte de Faya, lui hurlant de se réveiller. Un peu tard pour ça, mon gars. Les yeux de Faya sont ouverts mais complètement vides, alors que Pellini lui demande s'il va bien. Il n'est pas là pour le moment. Un gros plan sur l'œil de Faya montre une spirale, confirmant que le loi est de retour aux commandes. Le totem fantôme de Shan crie alors que la croix sur son front brille intensément. C'est l'équivalent vaudou d'un voyant moteur. Le petit totem fantôme se brise complètement dans une explosion de lumière. C'est tout pour le cadeau précieux de Shan. Le monologue intérieur de Pellini demande s'il y avait un autre moyen. Ouais, peut-être ne pas laisser le gamin traumatisé prendre toutes les décisions. L'esprit grenouille de Pellini rumine alors qu'il monologue sur ses regrets du passé. Un peu tard pour ça, mon gars. Rota dit à Pellini que le fait que Faya ait libéré l'esclave n'est pas le vrai problème ici. Elle est étonnamment pragmatique pour un agent du chaos. Pellini pleure, se demandant si seul le karma des morts revient. Bienvenue face aux conséquences de ton inaction, mec. Rota se souvient que Faya a mentionné 2 chariots d'esclaves quittant le camp de bûcherons. Elle commence enfin à assembler les pièces. Pellini confirme qu'un chariot était pour la sorcière de la forêt et l'autre pour le chef du village bête. Toute cette chaîne d'approvisionnement est maudite. Rota tient le totem fantôme, déclarant que l'emplacement du 2e chariot est inconnu. Une autre affaire non classée dans ce désastre absolu. Pellini serre sa main prosthétique, se demandant depuis combien de temps le village était corrompu. Frérot, les épouvantails de cadavres étaient un indice. Pellini gît empalé sur le sol, réalisant que la bête chef du village est toujours en vie d'une manière ou d'une autre. La tête coupée de la bête chef du village interroge Rota, qui regarde simplement le cadavre parlant. La bête chef du village commence son monologue de méchant, prétendant qu'ils ne comprendront jamais sa douleur. Son flashback révèle qu'il était un survivant de guerre qui prétend que le monde cruel l'a forcé à agir. Il explique que son désir de reconstruire son village est devenu une source de pouvoir, le piégeant dans une spirale. Il admet qu'il s'est enivré du pouvoir et que son propre désir a fini par le dévorer tout entier. La bête qualifie les sorciers d'arrogants, leur demandant s'ils pensent vraiment pouvoir échapper au même sort. Avec son dernier souffle, la bête avertit Pellini qu'il est destiné au même putain de chemin. Pellini serre sa main prosthétique ensanglantée, appelant Rota après cet avertissement de mauvais augure. Pellini confronte enfin Rota, lui demandant ce qu'elle désire et comment elle peut prêcher la gentillesse dans cet enfer. Rota explique que le désir intense transforme les gens en bêtes, tout comme le chef du village. Elle raconte son histoire tragique, révélant que son père était un sorcier vaudou se cachant de la secte. Rota admet que son propre père est devenu une bête, et Pellini a l'air absolument stupéfait par la révélation. Pellini remet immédiatement en question son histoire, ne faisant toujours pas confiance à cet agent du chaos. Rota dit que la secte l'a forcée à devenir une nonne pour expier les péchés de son père. Elle explique qu'elle doit porter le fardeau de son père alors qu'un petit totem fantôme regarde. Le monologue intérieur de Pellini réalise que sa nature indéchiffrable n'est qu'un mécanisme de survie. Son monologue remet en question l'histoire de Rota, puis remet immédiatement en question sa propre putain d'hypocrisie. Son conflit intérieur le ramène à ses paroles cyniques contre l'idéalisme naïf de Faya. Le monologue de Pellini se termine avec lui admettant qu'il est un hypocrite. Il lui a fallu du temps. Le monologue intérieur de Pellini admet qu'il était un idéaliste avant que ce monde ne le brise. Il voit maintenant son idéalisme passer comme un péché qu'il doit expier. Ce type a besoin d'un psy. Pellini se fait traiter d'idiot en plein monologue, brisant complètement son élan émo. Un flashback montre Faya transportant un sanglier, pendant qu'Enfant Masque se plaint de ne pas être utilisé pour une simple chasse. Enfant Masque fait une crise, hurlant à Faya d'ignorer son offre de pouvoir. Ce loi est super needy. Faya laisse tomber le sanglier devant Pellini et Rota, expliquant que c'est la seule chose qu'il a pu attraper. Il blâme Enfant Masque d'être si bruyant qu'il a fait fuir tous les autres animaux. Pellini lance à Faya un bon travail, sans expression pendant que Rota observe silencieusement toute la scène. Rota se rapproche beaucoup trop de Pellini, demandant si l'attitude de Faya est juste sa crise d'adolescence. Faya hurle sur Enfant Masque alors que nous apprenons que son corps vieillit en paiement de leur marché vaudou. Le petit totem fantôme de Shan prépare joyeusement le repas, complètement inconscient du chaos qui va se déchaîner. Faya et Rota inhalent absolument leur nourriture comme des animaux, pendant que Pellini regarde simplement avec une déception stoïque. Rota donne une bénédiction à Faya, qualifiant l'heure du repas de moment le plus heureux de la journée. Elle n'a aucune idée de ce qui arrive. Faya arrache carrément le sandwich des mains de Rota. Le gamin n'a plus aucun sang-froid. Faya hurle sur Rota pour son sandwich, se plaignant qu'il a encore faim. Le marché avec le loi vient apparemment avec un trou noir à la place de l'estomac. Enfant Masque encourage la petite dispute de nourriture avant que Faya ne fracasse le masque au sol.
Faya dit au loi de fermer sa bouche inexistante pendant que Rota fulmine pour son repas volé. Pellini regarde simplement tout ce merdier se dérouler avec le regard vide d'un babysitter fatigué. Le monologue intérieur de Pellini confirme que Faya agit différemment depuis tout ce massacre du village. Sans blague, mec. Il se demande si c'est le marché avec le loi ou le masque, car la personnalité de Faya vient de faire un virage à 180 degrés. Le monologue de Pellini note que le sceau de Shan a disparu du masque, le reliant à la nouvelle attitude de Faya. Pellini demande à Rota ses plans et elle dit qu'elle doit partir pour répandre l'évangile de sa secte. Pellini décide qu'ils devraient se séparer de la nonne du chaos après ce repas. La meilleure décision de la journée. Le sandwich de Faya est soudainement envahi par un tas dégoûtant d'insectes. C'est juste irrespectueux. Faya recule de dégoût, jetant violemment la nourriture infestée d'insectes au sol. Rota est surprise que Pellini ait crié, mais Faya la réprimande pour avoir gaspillé de la nourriture, citant son passé d'esclave. Pellini leur crie de se concentrer, soulignant que c'est évidemment une attaque vaudou. Un furoncle grotesque gonfle soudainement sur le visage de Pellini. Le vaudou n'était pas pour le sandwich. Le furoncle sur le visage de Pellini explose dans une gerbe de sang alors qu'il crie à tout le monde de fuir. Faya est aux premières loges de l'horreur, l'explosion sanglante se reflétant dans son œil. Faya crie le nom de Pellini alors que son mentor gît sur le sol, avec le visage en morceaux. Un gros plan montre que le visage de Pellini est un désordre grotesque et bouillonnant à cause de la peste vaudou. Les furoncles sur le visage de Pellini se transforment en une masse horrifiante d'yeux et d'oreilles. Les yeux d'une entité mystérieuse apparaissent, identifiant l'attaque vaudou comme « peste ». Une mouche vaudou effrayante bourdonne, alors que la voix de l'attaquant note que quelqu'un n'est pas affecté par l'attaque. Un nouveau personnage avec un bras recousu se demande comment quelqu'un pourrait résister à son poison d'insectes. La nouvelle fille au masque de crâne tient un totem infesté d'insectes, admettant que les choses ne se passent pas comme prévu. Faya demande pourquoi un autre sorcier vaudou les attaque avec des symboles géants. Faya réalise que ce nouveau sorcier était aussi responsable de l'épidémie au village des bêtes. La fille au masque de crâne donne une réponse d'un mot aux questions de Faya. Champignons. La fille au masque de crâne déchaîne une explosion massive de spores de champignons sur nos héros. Donc tout son truc, c'est d'être un danger biologique ambulant. Faya et Enfant Masque se tiennent ensemble après l'explosion, l'air complètement imperturbable. On dirait que le marché avec le loi est venu avec une résistance au poison. La fille au masque de crâne se plaint d'avoir vaporisé les corps qu'elle était censée collecter. Super. Une autre psychopathe avec un quota de livraison. Elle mentionne une promesse à la sorcière de la forêt, Shan, avant de prendre un champignon. Bien sûr que Shan est liée à cette nouvelle forme de folie. Les vrilles vaudou de Faya perçant soudainement une main, et la fille au masque de crâne est choquée. Il ne fait pas que résister, il contre-attaque. Quelqu'un tousse au loin déclarant que le combat n'est pas encore terminé. On ne peut pas abattre un gamin traumatisé comme ça. Faya se relève, identifiant son vaudou comme la peste du village des bêtes. Il relie les points de sa tournée des traumatismes. Il confirme qu'il reconnaît son vaudou de la peste du massacre de son propre village. Ça vient de devenir extrêmement personnel pour lui. La fille au masque de crâne est stupéfaite qu'il soit en vie et blâme la sorcière de la forêt. Tout le monde dans ce monde se connaît, hein? Un nouveau gamin avec un masque de grenouille se remémore avoir été impuissant pendant une épidémie. Présentation d'une autre victime de traumatisme à la fête. Le flashback du gamin au masque de grenouille révèle qu'elle est devenue une sorcière pour atteindre un but spécifique. Rota gîte sur le sol, le visage couvert de furoncles, appelant le nom de Faya. C'est tout pour la protection de la secte. Le flashback montre que le gamin au masque de grenouille était trop faible enfant pour même briser les chaînes d'un esclave. La fille au masque de crâne regarde son propre monologue traumatique, se demandant si elle a finalement perdu la tête. Oui, c'est le cas. Faya, de retour dans son esprit, annonce qu'il a pris une décision. Ce n'est jamais une bonne nouvelle pour personne. Il dit à Enfant Masque qu'il est prêt à faire un autre marché. La seule compétence de ce gamin pour résoudre les problèmes est de vendre son âme. Enfant Masque demande ce que Faya pourrait bien offrir, puisqu'il a déjà tout abandonné. Le loi le traite de fauché spirituellement. Faya offre sa culpabilité et sa conscience, décidant de passer complètement du côté obscur pour un regain de puissance. Il exige d'utiliser le pouvoir du loi en ajoutant de nouvelles conditions à leur marché. Il essaie de renégocier avec un démon. L'œil de Faya est rempli de désespoir alors qu'il demande si Enfant Masque acceptera ces nouvelles et terribles conditions. Enfant Masque accepte le marché de Faya, offrant 10 minutes de contrôle pour sa conscience. Faya finalise le marché, admettant qu'il est inutile sans le pouvoir du loi. De retour dans la réalité, un Faya surpuissant dit au loi de se taire et de lui donner des armes. Le loi lui répond à travers le masque, refusant d'être commandé par un morveux.
Faya affirme sa nouvelle domination, disant aux lois de simplement suivre ses ordres. La fille au masque de crâne dit que Faya aurait dû mourir tranquillement au lieu d'utiliser ce masque. Faya rétorque qu'il a des promesses à tenir, préparant l'inévitable affrontement ténébreux. Le monologue intérieur de Faya décide d'abandonner toute culpabilité et tout regret pour survivre dans ce monde. Il accepte d'être piégé dans la spirale du désir, enchaîné à son loi. Faya déclare que s'ils sont enchaînés ensemble, c'est lui qui tiendra la laisse. Faya, en mode loi complet, déclare qu'il se vengera de la sorcière de la forêt. Ses priorités sont toujours claires, même quand il est possédé. La fille au masque de crâne qualifie sarcastiquement son plan de bon, puis le nargue en lui disant de vaincre un génie. L'ego de cette nouvelle psychopathe est impressionnant. Faya se jette sur la fille au masque de crâne, qui se prépare à l'impact. Que la bataille ténébreuse alimentée par le traumatisme commence. La narration confirme que leurs ressentiments se heurtent. Ouais, c'est un choc de passé tragique et de mauvaises décisions. Leurs pouvoirs entrent en collision dans une explosion massive qui brise le paysage. Pas vraiment un combat subtil dans les bois. Faya est frappé par une vague de pics de champignons, hurlant que ça fait mal. Le regain de pouvoir du loi ne vient apparemment pas avec un interrupteur antidouleur. La fille au masque de crâne, maintenant avec un crâne de grenouille, le trouve dégoûtamment résistant. Elle est vraiment surprise qu'il ait survécu à ça. Elle se vante de ses champignons infinis, pendant que Faya et Enfant Masque se disputent en plein combat. Leur nouveau partenariat est déjà un désastre toxique. La fille au masque de crâne invoque un point de champignon géant, nommant son attaque Shiitake. Elle s'engage vraiment dans le thème fongique. L'œil d'Enfant Masque est montré alors qu'il crie de frustration. Le loi est absolument furieux que Faya gâche son pouvoir. Faya a une crise de confiance en plein combat, réalisant qu'il est un total novice comparé à cette psychopathe. Enfant Masque hurle à Faya d'arrêter de penser et il hurle juste en retour aux lois. Faya décide de simplement forcer le passage à travers la tempête de champignons sans fin, avec de la pure détermination. Il réalise que couper les champignons est inutile puisqu'ils repoussent instantanément. C'est tout pour ce plan. La fille au masque de crâne le nargue, disant que sa volonté rend son approvisionnement en champignons infinis. Enfant Masque conteste son affirmation, prêt à démasquer son bluff avec une énergie de protagoniste de shonen. Faya déclare qu'il continuera juste à attaquer jusqu'à ce qu'elle soit complètement à court de jus. C'est une bataille de volonté maintenant. La fille au masque de crâne est choquée alors qu'un débris passe près de son visage. Le plan n'était pas les champignons. Elle s'énerve, hurlant à Faya de ne pas connaître sa place et de mourir tout simplement. Son ego est blessé. Le pouvoir d'Enfant Masque s'active à travers le masque alors qu'il traite Faya de morveuse stupide. Le vrai combat commence maintenant. Enfant Masque critique le style de combat de Faya et Faya dit juste à son démon intérieur de se taire. Le loi propose de prendre le contrôle, mais l'ego de Faya est trop grand pour laisser la vraie puissance conduire. La fille au masque de crâne réalise que Faya se dispute littéralement avec son loi pour le contrôle en plein combat. La fille au masque de crâne devient arrogante, pensant qu'elle peut battre ce duo dysfonctionnel sans y aller à fond. Faya se plaint qu'il ne peut pas utiliser son vaudou de racine, rencontrant un bug de compétence au milieu d'un combat de boss. Il réalise qu'il ne peut pas utiliser son vaudou et le pouvoir du masque en même temps, alors que des champignons poussent sur son pied. La fille au masque de crâne attaque alors que nous avons un rappel de vaudou 101 que la volonté est tout. Les attaques vaudou entrent en collision avec un impact massif, car la subtilité est pour les personnages secondaires. La narration explique que plus le désir est grand, plus vos pouvoirs deviennent pétés. Faya puise dans son désir alimenté par le traumatisme, confirmant qu'il est sur le point d'obtenir un regain de puissance de shonen. La fille au masque de crâne sermonne Faya en plein combat, expliquant que le talent vaudou est une question de contrôle. La narration continue, définissant le vaudou comme le contrôle du désir pendant que Faya esquive les attaques. La leçon de vaudou explique que le talent est de savoir exactement ce que vous désirez, contrairement à notre protagoniste confus. La leçon conclut que le talent est d'agir pour atteindre son désir, ce qu'elle fait avec des champignons. La fille au masque de crâne piétine un champignon, l'utilisant pour se propulser dans les airs. Elle se tient sur un pilier de champignons géants, regardant de haut Faya et Enfant Masque. La fille au masque de crâne demande à Faya quelle promesse le fait se battre si durement. Faya lui répond en criant que c'est une promesse qu'il a faite à sa mère. Ne lui donne pas de munitions au gamin. La fille au masque de crâne le traite de stupide d'essayer de mourir pour une promesse triviale à sa mère. Elle dit qu'une mère n'est qu'une autre personne, et Faya est complètement abasourdie par sa logique glaciale. La fille au masque de crâne prêche que la famille n'est qu'un lien de sang sans signification. Un autre méchant avec des problèmes parentaux. Quelle surprise! Elle continue son monologue ténébreux, disant que briser les liens est le seul moyen d'être libre. Ouais,
dit ça à la quête-mère de Faya. Son discours nihiliste se termine avec elle déclarant que tout le monde est libre du passé. Cette psychopathe essaye de donner une conférence TED en plein combat. Faya qualifie intérieurement sa philosophie de connerie, tout en s'inquiétant de son minuteur de 10 minutes de pouvoir loi. Il a un délai pour lui botter le cul. Son monologue nous rappelle qu'il a échangé sa conscience contre 10 minutes de pouvoir. Après ça, Enfant Masque prend le volant. Faya sait qu'il doit gagner vite pour sauver ses amis de la peste. Les enjeux augmentent de seconde en seconde. Faya serre le poing, concentrant toute sa volonté dans son désir de gagner. Il est sur le point de déchaîner une douleur sérieuse. La fille au masque de crâne regarde Faya se renforcer depuis son perchoir de champignons. Elle est sur le point de découvrir ce qui se passe quand on monologue trop longtemps. Faya déchaîne une attaque massive, lui criant sa philosophie de liberté en retour. Il utilise ses propres conneries ténébreuses comme arme. Faya l'interpelle, criant que sa liberté n'était qu'une excuse pour infester son village de la peste. Il relie tous les points de sa tournée des traumatismes. Faya hurle, exigeant de savoir quel est le plan directeur de la sorcière de la forêt, bordel. Il blâme enfin Shan pour toutes ses conneries. Faya décide de court-circuiter l'intermédiaire et d'aller simplement demander à Shan lui-même, se lançant en avant. Le seul plan de ce gamin est « aller vite et frapper fort ». Le monologue intérieur de Faya lâche une bombe. La femme qu'il essaie de sauver n'est pas sa vraie mère. Eh bien, ça complique la quête principale. La fille au masque de crâne réagit avec un « vraiment ?» impassible à la révélation de toute la crise de vie de Faya. Elle a la gamme émotionnelle d'un rocher. Elle fait un pistolet avec ses doigts et lui dit de mourir, mettant officiellement fin à sa conférence TED. Cette psychopathe n'a pas de temps pour les drames familiaux. Faya est empalée par une énorme corne rose, recevant un coup critique par derrière. C'est tout pour cette grande charge dramatique. Faya crache du sang à l'intérieur de son masque, confirmant que cette attaque a causé de sérieux dommages internes. Le regain de pouvoir du loi n'est pas venu avec une armure. La fille au masque de crâne révèle qu'il a inhalé ses spores et que ses organes pourrissent de l'intérieur. Elle le critique littéralement pour être une grande gueule. Le corps de Faya mute avec des cornes grotesques, alors que la fille au masque de crâne le sermonne sur sa propre décomposition. C'est juste une leçon de biologie avec des étapes supplémentaires. La fille au masque de crâne nargue Faya, lui demandant ce que ça fait de pourrir vivant. Elle savoure vraiment cette victoire, la psychopathe absolue. La fille au masque de crâne nargue Faya en lui disant que ses amis sont morts, les qualifiant d'inutiles. Polini gît sur le sol, disant à quelqu'un que c'est juste de la malchance. Ce mec a abandonné. Polini trouve le corps de Rota à l'intérieur de ce qui est décrit comme les racines vaudou de Faya. Polini est paralysé par la peste, sa main ressemblant à un putain de squelette. Il vérifie Rota, qui est aussi hors de combat avec un visage plein de furoncles de peste. Polini lutte pour invoquer son Loa, avant que la peste ne l'achève complètement. Une créature insecte monstrueuse apparaît, confirmant que la peste vient avec des invocations dignes de cauchemars. Un symbole de crâne pleurant apparaît alors que des 1000 pattes sortent de ses yeux. L'esthétique de cette fille est de l'horreur pure. Les insectes vaudous grouillent vers le corps paralysé de Polini, prêt pour un repas 5 étoiles. Polini réalise que les insectes vaudous dévorent littéralement sa force vitale. Rota est mal en point à cause de la peste, hallucine et demande à son père mort si Faya va bien. Son cauchemar alimenté par la peste continue alors qu'elle s'excuse auprès de son père, essayant de fuir un souvenir. Le flashback de Rota révèle qu'un inquisiteur hérétique arrive, confirmant que la secte qu'elle sert a chassé sa famille. Faya a l'air complètement déconcertée, venant juste d'apprendre que ses amis sont déjà morts. On voit le corps de Faya, empalé et couvert de cornes, gisant vaincu dans un champ de champignons. La fille au masque de crâne est sincèrement surprise que Faya respire encore après avoir subi autant de dégâts. Faya se relève du sol, maudissant la psychopathe des champignons. Ce gamin refuse tout simplement de rester à terre. Enfant Masque rappelle à Faya qu'il lui reste 2 minutes sur leur marché de regain de pouvoir. Le temps presse, héros. La fille au masque de crâne qualifie sa limite de temps d'insignifiante, confiante qu'elle le tuera avant qu'elle ne s'écoule. Elle fait étalage de son ego, se qualifiant de génie du vaudou et offrant d'instruire le novice Faya. Faya tousse sur le sol, demandant pourquoi chaque sorcier vaudou doit être un putain de conférencier. La fille au masque de crâne interpelle Faya, disant qu'elle ne sent aucun désespoir réel de sa part. Elle révèle que son propre désir est le ressentiment, tout comme le loi de Faya. Super, ce sont des jumeaux de traumatisme. La fille au masque de crâne définit le ressentiment comme le pur désir de nuire à d'autres personnes. Elle décompose le ressentiment en colère, haine et rancune. Merci pour la leçon de vocabulaire.
Elle demande s'ils sont terribles, et Faya lui dit simplement de la fermer. La fille au masque de crâne se demande intérieurement pourquoi Faya ne lui semble pas assez désespérée. Faya se met juste devant son visage, lui disant de ne pas le faire rire. La remontée est en cours. Il jette un objet couvert de champignons, répétant sa propre définition du ressentiment. Faya écrase le champignon sous son pied, prêt à lui montrer ce qu'est le vrai ressentiment. Les yeux de la fille au masque de crâne s'écarquillent, d'accord avec tout le discours de Faya sur le ressentiment. Faya lui donne un délai d'1 minute pour mourir, alors que nous retournons à son histoire d'origine tragique. Le gamin au masque de grenouille se souvient que sa mère était une guérisseuse lors d'une épidémie de peste. Voilà le déballage de traumatisme. Son flashback décrit les victimes de la peste fondant comme du beurre. Ouais, ça va marquer un enfant. Le gamin au masque de grenouille se souvient d'un conseil clé que sa mère lui a donné à l'époque. Sa mère explique que la peste fait tomber les gens dans des rêves profonds et inéluctables. Elle précise que ce ne sont pas des rêves, mais des cauchemars sans fin, alors qu'un corps explose en arrière-plan. Le cauchemar alimenté par la peste de Rota révèle qu'un inquisiteur hérétique vient pour elle et son père. Pellini, paralysé sur le sol, surprend la confession délirante de Rota et a l'air absolument stupéfait. Pellini attrape la cape de Rota, lui hurlant de répéter ce qu'elle vient de dire sur l'inquisiteur. L'œil de Pellini s'écarquille de choc, demandant si Rota connaît l'inquisiteur hérétique. Pellini secoue désespérément Rota, exigeant de savoir quand et où elle a rencontré ce type. Il continue de crier pour une réponse alors que son bandeau commence à se défaire. Le mec perd les pédales. L'œil de Rota s'ouvre brusquement, ressemblant à un putain de monstre alors que Pellini crie son nom. Pellini s'effondre finalement à cause de la peste, complètement submergé par les insectes vaudous. Un carton-titre apparaît pour épisode 8, Masque pleurant. Oh super, c'est l'histoire d'origine de la psychopathe des champignons. Le compte à rebours atteint 60 secondes alors que Faya serre le poing. Il lui reste 1 minute sur son marché. La fille au masque de crâne s'inquiète qu'Enfant Masque prenne le contrôle du corps de Faya après la limite de temps. Elle se vante intérieurement que son vaudou de décomposition a l'avantage sur les racines de Faya. Elle invoque un énorme bouclier de champignons appelé Lingzi, juste au moment où l'attaque de Faya atterrit. La fille au masque de crâne monologue sur son bouclier, prévoyant de gazer Faya avec plus de sport. L'épée alimentée par le vaudou de Faya brise sa défense alors que le compte à rebours atteint 52 secondes. La fille au masque de crâne est complètement abasourdie que Faya vienne de briser son bouclier de champignons dur comme de la pierre. Elle traite Faya de persistant alors que son épée s'envole après l'impact. Euphémisme de l'année. Faya forme un signe de la main et annonce sa prochaine attaque vaudou, corne. Il l'empale à travers la tête avec son attaque de corne vaudou alors que le minuteur atteint 48 secondes. Le corps de la fille au masque de crâne tombe au sol, faisant déjà pousser des champignons. C'est bien fait pour elle. Faya regarde son corps muter, réalisant qu'il manque de temps pour sauver ses amis. Son monologue intérieur déclare froidement que ses amis ne sont plus son problème. Le marché prend effet. Faya prépare ses lames vaudou, décidant qu'il doit réduire la distance pour l'achever. Le monologue intérieur de Faya hurle pour plus de vitesse alors qu'il fonce en avant. Frérot, il utilise littéralement sa propre énergie de personnage principal comme arme. Le minuteur atteint 42 secondes, alors que Faya réduit la distance comme un putain de TGV. Faya continue de pousser sa vitesse, déterminé à atteindre la psychopathe des champignons avant que son temps ne soit écoulé. Il se déplace si vite qu'il brise le sol sous ses pieds. Pas vraiment une approche furtive. Faya crie en se faufilant sur le champ de bataille, totalement engagé dans cette raclée à grande vitesse. La fille au masque de crâne est stupéfaite qu'il ait encore autant de combativité alors que le minuteur atteint 36 secondes. Le monologue de la fille au masque de crâne révèle qu'elle est sur le point de déchaîner son prochain mouvement. Oh super, une autre conférence arrive. Elle réalise que Faya convertit son désir brut de la tuer directement en pouvoir. C'est une sacrée boucle de rétroaction. Son monologue révèle qu'elle lui pourrit le cerveau, mais il le régénère à la volée. Ce gamin fonctionne à la pure rancune. La fille au masque de crâne se demande s'il peut même ressentir la douleur alors que le minuteur atteint 31 secondes. Il a échangé sa conscience, pas ses nerfs, madame. La fille au masque de crâne frappe le sol, hurlant à Faya d'arrêter sa charge implacable. Son coup de poing crée une onde de choc massive, un dernier effort désespéré pour arrêter son élan insensé. L'œil en spirale de Faya montre qu'il est complètement concentré, ignorant totalement sa contre-attaque désespérée. La fille au masque de crâne réalise que Faya peut encore ressentir la douleur, il la surmonte simplement. Elle conclut qu'il lui manque quelque chose en tant qu'humain. Ouais, c'est sa conscience, il l'a vendue. Elle comprend enfin le regard dans ses yeux, réalisant qu'il a été très sérieux tout ce temps. La narration demande si Faya a jeté son cœur humain.
La réponse est un grand oui. La fille au masque de crâne décide d'égaler son énergie, se préparant à jeter sa propre humanité. Le minuteur atteint 10 secondes alors qu'elle déchaîne une attaque massive, offrant un dernier conseil. À 9 secondes, elle explique que les lois désirent de la valeur de leurs sorciers. Une autre putain de conférence. La fille au masque de crâne explique que plus on sacrifie, plus on obtient de pouvoir. Une autre conférence de vaudou au pire moment possible. Elle dit qu'offrir des choses interdites vous rend plus fort, se remémorant son propre traumatisme. C'est donc son excuse pour être une psychopathe. Une boîte de texte explique sa philosophie. Si ce n'est pas parfait, on le jette. On dirait que quelqu'un a de sérieux problèmes parentaux. Elle hurle que le vaudou de Faya est inutile, essayant de briser sa volonté avec une spirale rougeoyante. Jeu d'esprit de méchant classique. À 6 secondes, elle commence à énumérer des noms en faisant un signe de la main. Nomme-t-elle ses attaques ou ses animaux morts? À 5 secondes, elle énumère plus de noms en chargeant Faya. Oh, elle nomme ses expériences ratées ou ses victimes. C'est sombre. À 4 secondes, elle crie plus de noms avec un regard de pure agonie. Elle utilise maintenant toute son histoire tragique comme arme. Elle déchaîne son attaque décomposition, combinant tout ce traumatisme en un seul mouvement. C'est son attaque ultime de séance de lamentation. À 3 secondes, elle crie « danse fongique », esquivant l'attaque de Faya. Elle fait vraiment tout un spectacle. À 2 secondes, elle piège Faya dans une prison de poison avec un sourire complètement fou. Elle l'a enfin acculée. À 2 secondes, une bête squelettique géante apparaît de nulle part, gâchant leur petite fête de traumatisme. À 1 seconde, Faya et la fille au masque de crâne ont l'air complètement abasourdis par le nouvel arrivant. Le minuteur atteint 0 alors que l'arrivée de la nouvelle bête provoque un impact massif qui fait trembler le sol. Faya gît vaincu sur le sol, son corps tordu en une forme monstrueuse maintenant que le marché est terminé. La fille au masque de crâne mord la poussière, complètement déconcertée par la façon dont son plan génial vient de foirer. La nouvelle forme de monstre de Faya regarde alors que la fille au masque de crâne s'interroge sur cette raclée soudaine. La fille au masque de crâne se demande d'où diable vient cette nouvelle bête squelettique. Elle spécule que le nouveau monstre est le compagnon de Faya, interprétant complètement mal la situation. La fille au masque de crâne admet qu'elle n'a plus de volonté, prenant la bête pour le loi de Faya. Une personne invisible crie à Toru de battre en retraite, révélant que la psychopathe des champignons a un nom et un partenaire. Enfant masque hurle sur la psychopathe des champignons de s'enfuir, après qu'il vient juste d'obtenir les clés du corps de Faya. La fille au masque de crâne, Toru, confirme qu'elle se tire, n'essayant même pas de cacher sa retraite tactique. Le partenaire invisible qualifie Toru de masque pleurant, révélant un nouvel acteur dans ce désordre absolu. Le partenaire promet une revanche pendant que la forme de monstre d'enfant masque est confuse par le commentaire sur le masque pleurant. Le partenaire mystérieux fait une sortie ridiculement rapide, laissant Enfant Masque complètement sur le carreau. La bête squelettique géante attire l'attention d'Enfant Masque en claquant sa main juste à côté de lui. La bête attrape simplement Enfant Masque en pleine phrase, ignorant complètement son ambiance « C'est moi qui commande maintenant ». Un gros plan révèle que la bête squelettique a un trou en forme de cœur dans le visage et a l'air absolument terrifiante. Enfant Masque réalise que la bête squelettique est en fait Rota, qui s'est transformée en monstre. C'est quoi ce bordel? Le visage inconscient de Rota confirme qu'elle n'est pas morte de la peste. Elle s'est juste transformée en une putain de bête. La forme de bête de Rota tient Enfant Masque, qui dit que c'est parfait pour un combat en tête-à-tête. L'œil en spirale d'Enfant Masque brille, alors qu'il se prépare à déchaîner ses pouvoirs de loi sur la nonne transformée. Le loi nargue la forme de bête incomplète de Rota, promettant de profiter de cette petite raclée. Pellini gît sur le sol, complètement paralysé par la peste et appelant le nom de Rota. Le monologue intérieur de Pellini rattrape enfin son retard, réalisant que Rota est une bête et que Faya est possédée. Il admet qu'il est aussi atteint de la peste, le rendant complètement inutile dans ce merdier. Pellini a une crise de nerfs totale, se demandant comment il a réussi à échouer aussi spectaculairement à nouveau. Un charme en bois tombe alors que le monologue de Pellini fait allusion à un autre échec passé. Ce mec a des problèmes. Une silhouette massive et musclée tombe soudainement du ciel, sur le point de gâcher la fête du loi. Le nouveau type atterrit, et Enfant Masque est complètement abasourdi, demandant qui diable il est. Enfant Masque demande au nouveau type qui il est, et le mec lui dit simplement qu'il est l'heure de dormir. Le nouveau type met KO la forme de bête de Rota d'un seul coup de poing, l'envoyant voler comme une putain de poupée de chiffon. Un orbe de lumière brillante traverse l'obscurité, clairement destiné à l'autre enfant à problème. L'orbe percute la forme de monstre d'Enfant Masque, le faisant exploser en 1000 morceaux. Ce type ne fait pas dans les longs combats.
Pellini regarde depuis le sol, complètement époustouflé que ce mec vienne de s'occuper de 2 monstres à main nue. Le nouveau type tient le corps inconscient de Rota, alors que Pellini repère un emblème familier sur lui. Le nouveau type les gronde pour avoir gaspillé un sandwich infesté d'insectes. Frérot vient de les sauver et leur fait maintenant la morale sur le gaspillage alimentaire. Le monologue intérieur de Pellini confirme qu'il reconnaît ce putain d'emblème d'un endroit important. Il réalise que l'emblème vient de Maz, leur destination finale. L'intrigue est venue frapper à leur porte. L'emblème se révèle être celui de l'organisation des sorciers Voodoo House. Les professionnels sont enfin là. Le nouveau type au masque effrayant dit à un Pellini paralysé qu'il les cherchait. Un carton-titre confirme qu'un nouvel allié absurdement fort est arrivé. Ouais, sans blague, il vient de terminer un combat de boss en 2 coups. On a droit à un exposé sur l'empereur qui a rétabli l'esclavage et les sorciers vaudous qui se sont rebellés. La narration explique que la cité des sorciers, Maze, est le centre d'un mouvement de libération des esclaves. Toute cette révolution a été lancée par 9 sorciers vaudous qui voulaient simplement être libres. Le groupe révolutionnaire s'appelle House et notre nouveau type est l'un des membres fondateurs. Un flashback montre un membre s'avançant alors que la narration vante leur révolution. On voit le dos d'un membre de House dans un uniforme chic. Ces types ont un code vestimentaire. Un flashback montre quelqu'un agrippant des barreaux de prison, confirmant que cette révolution est née de la souffrance. Le flashback montre les membres de House se réunissant à une table ronde, planifiant leur prochain coup. Une femme avec un chapeau en champignon baisse les yeux, une autre des révolutionnaires de House. Un gros plan révèle un type balafré avec un cache-œil, clairement l'un des membres originaux de House. Le type au cache-œil se plaint que son équipe a séché la réunion de la table ronde. Quelle révolution! Il continue de se plaindre que ses coéquipiers ne sont pas fiables alors qu'un nouveau membre arrive enfin. Une petite créature ressemblant à un renard avec un masque apparaît sur l'épaule du grand type. Le grand type, avec un masque souriant, traîne la psychopathe des champignons capturée, qui supplie pour sa vie. La psychopathe des champignons est attachée à une chaise, exigeant de savoir où diable elle est. Elle se débat contre ses cordes, essayant de comprendre qui sont ces nouveaux clowns. Un type avec littéralement un crâne à la place de la tête demande si toute la famille dysfonctionnelle est là. Le type au cache-œil accepte de commencer alors que le crâne rit et Toru réalise qu'elle est en réunion avec un squelette parlant. Toru exige des réponses tout en étant attaché, supposant qu'ils sont avec la sorcière de la forêt. Tout le monde est lié à Shan, apparemment. Le type au crâne commence la réunion de House, soulignant que la moitié des membres manquent. Excellent début pour une révolution. Le type au crâne pète complètement les plombs, hurlant que tous les membres manquants sont partis. Ce mec est le service des RH. Une prêtresse ivre précise qu'un a été tué, un a disparu, et 2 sont en mission. Au moins, quelqu'un prend des notes. La prêtresse présente leur captive, qualifiant Toru de morveuse d'esclave arrogante. Merde, elle a été dégradée rapidement. Le type au cache-œil prend le relais, décidant de présenter cette équipe révolutionnaire dysfonctionnelle. Enfin, un adulte compétent. Le type au cache-œil se présente comme Tooth, le chef de toute cette opération. Nom qui claque, mon pote. Tooth présente la prêtresse ivre Ura, qui a apparemment guéri nos héros hors champ. La guérisseuse est une alcoolique, parfait. Il présente le vieil homme Javo, la puissance du groupe qui n'est déjà pas impressionné par la nouvelle fille. Tous présentent Tango, un type avec un champignon à la place de la tête qui ne peut même pas parler. Toru doit se sentir tellement visé. Tooth présente le géant au masque souriant Yakon, le type qui a sauvé l'équipe de Faya. Il présente également la petite bête renard Mojori, qui mord actuellement la main de Yakon. Tous expliquent à la captive Toru qu'ils sont à Maze, la cité des sorciers vaudous. Yakon se plaint que son animal de compagnie le mord tout en essayant d'avoir l'air cool en expliquant leur groupe. Yakon donne à leur groupe révolutionnaire le nom ténébreux de ceux qui marchent sur la spirale. L'œil de Toru reflète une spirale, confirmant qu'elle sait exactement ce que signifie cette putain de métaphore. Tous ramassent le petit totem fantôme de Shan, reconnaissant instantanément le travail de la sorcière de la forêt. Il explique que Yakon a trouvé quelqu'un errant avec une invitation de Shan près du combat. Un flashback montre le petit totem fantôme agissant comme un facteur pour la sorcière de la forêt. Tous déclarent sa confiance absolue en Shan avant d'interroger son petit sbire fantôme. Grosse erreur, mec. Tous interrogent Faya, lui demandant pourquoi il est là et le traitant de fille. Faya, toujours attaché à une chaise, leur dit de le détacher avant de répondre à leurs questions. Faya lance un regard noir, exigeant qu'ils arrêtent de le traiter de gamin. Se marcher avec le loi lui a donné de l'assurance. L'œil de Faya devient rouge alors qu'il déclare son nom et sa quête pour trouver sa mère. Toutes s'excusent pendant que le vieil homme Javo se plaint du manque total de respect de Faya.
La prêtresse Ivre Oura qualifie Faya de petite chose audacieuse, appréciant clairement le drame. Yakon se marre pendant que sa petite bête renard Mojori continue de mordre son épaule. Faya écoute alors que quelqu'un hors champ le qualifie de nouveau membre intéressant. Bienvenue au cirque, gamin. On passe à un nouveau personnage cornu assis à l'intérieur d'un cercle de rituels vaudous. Super, un autre. Le personnage cornu exhale un petit orbe de lumière, clairement au milieu d'un rituel. La main de Pellini offre une tasse, disant à quelqu'un de boire. Pas le temps pour les politesses, juste l'hydratation. Pellini donne à Rota un verre de lait, expliquant que ça aide avec les séquelles de la transformation en bête. Rota confirme qu'elle se remet, minimisant le poison qui les a presque tous tués. Bien sûr, Jean. Pellini explique que le vaudou à l'échelle de la ville de Maz empêche les transformations en bêtes. Ça ressemble à un putain de paradis. Pellini s'assoit pour interroger Rota, enfin prêt à obtenir des putains de réponses de la nonne du chaos. Il l'interroge sur l'inquisiteur hérétique dont elle hurlait le nom alors qu'elle était atteinte de la peste. Pellini lui demande si c'était sa première fois qu'elle se transformait en monstre ou si elle le cachait. Rota nie avoir essayé de les tromper, admettant qu'elle a déjà été une bête. Ouais, on ne gobe pas ça. Elle révèle que sa première transformation a eu lieu il y a 7 ans, quand une chasse aux hérétiques a commencé. Rota explique que la visite de l'inquisiteur hérétique a déclenché sa première transformation quand elle était enfant. Rota explique à Pellini que les sorciers au désir puissant sont un énorme problème. On l'a vu de nos propres yeux. Merci pour le récap. Elle révèle que son père est passé en mode bête et était si puissant que la secte n'a pas pu l'arrêter. Donc péter un câble, c'est de famille, compris. Rota dit que la secte a juste mis son père en quarantaine, le laissant souffrir pour toujours. La solution de la secte à tout est juste s'en aller. Elle admet qu'elle est devenue une nonne en espérant oublier le sort de son père. C'est un sacré mécanisme d'adaptation qui n'a clairement pas fonctionné. Pellini baisse les yeux, disant que ce n'est pas ce qu'il voulait. Frérot, t'es le roi pour te retrouver mêlé au traumatisme des autres. Rota suggère que le vaudou de Pellini pourrait être la clé pour résoudre son problème. Oh, voilà la grande faveur émotionnellement dévastatrice. Rota demande à Pellini de tuer son père bête, lâchant enfin la bombe. Elle demande un meurtre par pitié. Merde. Pellini la reprend pour être très sérieuse après qu'elle ait essayé de faire marche arrière. Il reconnaît une demande désespérée quand il en entend une. Pellini se détourne, disant qu'il a besoin de temps pour réfléchir à sa demande de meurtre. Il ne saute pas vraiment sur l'occasion d'être son tueur à gages. Rota espère qu'il acceptera, mettant sa foi en l'homme le plus cynique du monde. Ça va bien se terminer pour absolument personne. Pellini dit au nouveau personnage cornu d'aller contrôler Faya, admettant qu'il l'a balancé. Le personnage cornu a une crise de panique totale à cause des cornes qui viennent de pousser sur sa tête. Pellini, ayant toujours l'air brisé par la peste, dit au type de ne pas s'inquiéter des cornes aléatoires. Le personnage cornu s'allonge, concluant que tous les sorciers vaudous sont une bande de bizarres. Il se réveille en hurlant parce que son oreiller est en fait la tête détachée et ronflante de Tango. Faya demande à l'homme champignon Tango s'il peut manger sa propre tête désincarnée. Le marché avec le Loa a brisé ce gamin. Le petit totem fantôme de Shan crie à Yakon de contrôler sa bête renard chaotique Mojori. Le vieil homme Javo soupire, se plaignant que ce quartier général révolutionnaire est toujours un chaos pur. Javo se plaint sarcastiquement que les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour les adultes. Lis l'ambiance, vieil homme. Tooth, le chef au cache-œil, dit enfin à Javo de se la fermer pour qu'il puisse commencer la réunion. Tooth récapitule comment Faya a éclaté Masque de Fer, mais que le vrai grand méchant est toujours la sorcière de la forêt. Il expose la quête mère de Faya et relie la psychopathe des champignons capturés à leur gars Tango. On retourne à un flashback de Tooth ouvrant un bocal, ayant l'air sur le point de voir quelque chose de dégoûtant. Tooth est complètement dégoûté par la tête d'enfant masque flottant dans un bocal. Ils ont littéralement mis le démon en bouteille. Le type au crâne explique qu'ils doivent d'abord s'occuper du masque parce que les contrats LOA sont une saloperie. Faya demande s'ils peuvent simplement trouver sa mère pour mettre fin au marché. Mon gars pense toujours qu'il y a une issue facile. Yakon explique que le marché de Faya pour son tout est un abonnement à vie à la souffrance sans politique d'annulation. Tango s'assoit sur Faya, expliquant qu'il pourrait même ne pas récupérer son corps. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Faya demande quoi faire maintenant que sceller le masque est impossible. Il est enfin à court de mauvaises idées. Pellini intervient, disant qu'il ne reste qu'un seul endroit où aller. C'est parti pour une autre mission suicide. Le personnage cornu tient un masque de Pellini, qualifiant leur prochaine destination d'endroit étranger. Pellini nomme l'endroit comme étant le marché au charme de Kamosai, un cloaque de désir. On a une vue du marché, qui ressemble à toutes les maisons hantées jamais vues.
Un flashback commence avec un gamin à l'air misérable, qui est définitivement le personnage cornu. Le gamin tressaille, alors que son histoire tragique est sur le point de commencer officiellement. Un type à l'air louche s'approche du gamin, demandant où sont les adultes. Le danger classique des étrangers. Le nouveau type demande au gamin si des sorciers vaudous ont déjà visité son village. Le gamin lève les yeux, complètement confus par la question. C'est comme ça que toutes les mauvaises décisions commencent.